Alors, salut Barbara, bienvenue à l'école de la conscience et bienvenue dans cette conférence que tu animes sur l'ostéopathie animale, de la mécanique à l'énergétique. Je me réjouis que tu puisses nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je t'ai vu fonctionner et surtout mes animaux ont vu comment ça fonctionnait. Mes ânes ont apprécié ton approche et à partir de là, j'ai eu envie que tu puisses expliquer aussi comment tu travaillais en ostéopathie animale. Donc, je te laisse la parole et puis je te retrouve tout à l'heure pour les questions des personnes qui sont présentes ce soir à la conférence. Merci Fabienne. Vraiment, merci beaucoup de me donner cette opportunité d'essayer d'expliquer un petit peu le travail que je fais. J'ai découvert l'ostéopathie il y a bien longtemps. J'avais des douleurs dorsales qui duraient depuis l'adolescence. Et finalement, quand j'ai découvert l'ostéopathie, et puis ils m'ont dit, mais en fait, vous avez mal au dos parce que c'est le ventre qui ne va pas. J'ai dit, ah, intéressant. Et de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à suivre des traitements ostéopathiques qui ont vraiment un petit peu modifié petit à petit ma manière d'être, ma manière de vivre le monde, de la compréhension des choses. Et m'est venue me titiller cette idée de me dire, ben, tiens, je trouve que c'est quand même intéressant, il y a un truc qui se passe, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça bouge et ça fait du bien. Par ailleurs, depuis toute petite, c'est vrai que je suis proche des animaux et puis finalement, un jour, j'ai dit, mais après avoir fait des études de biologie, avoir fait une formation en musicothérapie, avoir travaillé dans un bureau de courtier, enfin, j'ai dit, mais finalement, Barbara, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je me suis dit, mais tiens, l'ostéopathie, ça me palpite bien et finalement, les animaux, c'est ce que j'aime, quoi. Hop, j'ai googlisé, j'ai trouvé une formation en ostéopathie animale. Et de là, ben voilà, j'ai commencé mon parcours qui n'en finit pas en fait, parce que c'est non seulement une médecine holistique, mais c'est vraiment un chemin de vie, une philosophie, et je pense que vraiment elle habite mon être dans sa totalité. Elle me permet d'être présente, ancrée. Elle me donne des réponses sur mes questionnements par rapport à c'est quoi la vie en fait, qu'est-ce que je fais sur Terre. Et donc, c'est hyper passionnant. Et j'espère de pouvoir vous donner ça et vous transmettre ça de manière passionnante, même si je ne vous ai pas sous la main, parce que l'ostéopathie, c'est quand même quelque chose voilà, de palpable. Et puis de le transmettre en vidéoconférence, voilà. Ça m'est un peu compliqué, je suis un peu frustrée de ce côté-là. Alors voilà, je suis aussi, ben voilà, mon parcours, juste, j'ai mon cabinet officiel depuis 5 ans, mais ça fait 10 ans que je finis mes études, que je pratique. Je suis établie à Pantala, en Suisse. Et puis, je suis maman de 4 enfants, 2 ados, 2 petits de 4 ans et demi. Et donc, ma vie est bien remplie. J'ai un chien, un cheval, et puis je m'éclate dans mon boulot. Donc, voilà. Je m'amuse, je ne m'éclate pas, je m'amuse. Parce que ce n'est pas une histoire d'éclatement, l'ostéopathie. Alors, je dois partager l'écran, c'est ça? Pour tic. Alors, je ne suis absolument pas pro pour ça. Bim. C'est bon, on y est, c'est ça? Alors ça, c'est facile. L'ostéopathie pour animaux, de la mécanique à l'énergétique. Ok, allez, on passe à la suivante. Si ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas maintenant quand je descends? Fabienne, c'est toi qui dois descendre le slide ou bien? Non, non, c'est toi. Ah voilà, c'est Voilà. bon. Donc, définition de l'ostéopathie. Donc, alors, mon slide, c'est vraiment des lignes directrices. Euh, je vais partir, en fait, de la mécanique pour vous montrer que finalement, c'est de là que ça commence. Que l'énergétique n'est pas du tout quelque chose de totalement abstrait. On reste quand même dans de la mécanique aussi. Il n'y a pas une ostéopathie meilleure qu'une autre. Ça aussi, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder. C'est qu'en fait, l'ostéopathie, il n'y en a qu'une. Donc, c'est une médecine manuelle et holistique. Donc, holistique qui prend en considération l'ensemble des paramètres qui concernent le corps, donc que ce soit l'environnement, que ce soit l'alimentation, que ce soit le mode de détention, que ce soit le parage pour les chevaux, et puis la totalité du corps. Et c'est aussi une philosophie. Ça veut dire vraiment que ça tend à apporter des réponses à plein de questionnements que l'être pourrait avoir. Donc,
Il n'y en a qu'une, en fait, par définition. Maintenant, il y a plusieurs ostéopathes, plusieurs humains qui pratiquent l'ostéopathie. Et chaque humain va pratiquer l'ostéopathie qui va correspondre à ses talents, à ses facilités, à ses facultés, puis à ses envies de découvrir, en fait. On peut commencer par de la mécanique, et le chemin va avancer dans la vie et va nous faire ouvrir des portes par ici, par là. Comme moi, j'ai ouvert la porte justement à l'approche tissulaire. J'ai ouvert les portes au champ diphonique et je vous expliquerai après pourquoi. L'ostéopathie requiert effectivement des connaissances approfondies en anatomie, physiologie, pathologie. Ben, clairement, il y a des pathologies pour lesquelles on n'intervient pas et puis on doit référer directement au vétérinaire. L'anatomie, si on ne connaît pas l'anatomie, on ne peut pas dire « Ah tiens, je suis en train de travailler sur un foie ». Enfin, à un moment donné, il faut se projeter sur quelque chose. C'est comme si vous allez dans un marché chez le boulanger et puis en fait, vous voudriez une sorte de pain, mais vous ne savez pas lequel pain vous voulez. Si vous savez, vous avez l'idée de la baguette, eh ben, vous allez avoir une baguette. Mais si vous n'avez pas l'idée de la baguette, vous n'allez même pas l'avoir. D'accord ? Dans votre inconscient, elle n'est pas créée. Donc, il faut connaître pour pouvoir se projeter et puis être en contact avec ces différentes structures. La physiologie, très importante, parce qu'effectivement, elle permet de faire le lien et de mettre l'homéostasie en place. Et justement, l'ostéopathie, c'est tout ce parcours qui va faire qu'en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on va approfondir, on va cheminer dans notre chemin de vie, parce que l'ostéopathie parle principalement de la recherche de la vie et de la santé, et non justement des pathologies. Donc, qui dit vie, dit qu'est-ce qui vibre en fait aussi à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce que dans l'ostéopathie ça me fait vibrer? Quelles techniques me font vibrer? Lesquelles me font vibrer en relation avec les patients? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Quand je travaille, c'est juste génial parce que c'est toujours dans un échange. Il n'y a pas je fais de l'ostéopathie, donc je suis acteur et j'agis sur l'autre pour pratiquer ça. Je ne donne pas de mon énergie, mais c'est un échange et puis c'est quelque chose vraiment qui est donnant-donnant. Alors, pour revenir juste un petit peu à l'histoire, donc c'est Andrew Taylor Still qui a mis au point le concept d'ostéopathie, d'accord? Donc, il était fils d'un monsieur méthodiste. Ils allaient vraiment prêcher la bonne parole aux États-Unis, surtout dans les tribus indiennes, en fait. Et Steele a côtoyé en fait les Amérindiens pendant très longtemps. Donc il a aussi été inspiré par toute cette œuvre amérindienne avec justement tout le monde des esprits. Et vous allez voir que dans son travail, enfin on va le voir surtout à la fin de la présentation, en quoi l'ostéopathie est vraiment sensibilisée à l'esprit et à la présence. Et puis en fait, donc lui s'est formé en chirurgie. Et puis, pendant ces années-là, avec la médecine dans le temps, il s'est bien rendu compte que finalement, ça n'apportait pas beaucoup de réponses. Et puis, c'était plutôt du charcutage qu'autre chose. Et il a commencé à faire énormément de dissections et puis d'analyser les liens entre les différents tissus, entre les différents organes, entre les différentes articulations, et qui fait que, en fait, finalement, il a découvert que quand la physiologie fonctionne bien, quand tout est mobile, la santé est présente. Alors que lorsqu'il y a des blocages, la santé n'est pas présente dans sa totalité. En fait, en 1892, il a créé sa première école à Kirksville. Alors, il faut savoir que c'était une école et que, en fait, c'était une sorte d'école universitaire et il y avait des wagons entiers de patients qui arrivaient à Kirksville pour se faire traiter en ostéopathie. Et ce n'était pas comme on envisage au jour d'aujourd'hui l'ostéopathie, je fais une séance puis après ça va. Les personnes venaient, étaient pratiquement hospitalisées pendant 2 semaines et pouvaient avoir tous les jours même un traitement ostéopathique. Alors pas un traitement ostéopathique d'1 heure, mais en tout cas un traitement ostéopathique même de 15 minutes. Mais jusqu'à ce que, lésion après lésion, tout soit libéré et que le corps retrouve sa capacité en fait d'être libre et en auto-guérison. Il a eu énormément d'élèves, mais je vous en cite juste 3 parce que s'il y a Little John qui est en fait donc le petit, la moustachu, c'est lui qui a amené l'ostéopathie en Europe, en Angleterre. Alors lui, il a vraiment pris le côté très structuraliste
Et c'est pour ça qu'en Europe, on a commencé énormément par de l'ostéopathie structurelle et l'éthiopathie. Il y a William Gardner Sutherland qui, lui, a travaillé sur tout ce qui est le mécanisme respiratoire primaire, le mouvement crânio-sacré, donc tous les mouvements qu'on peut percevoir au niveau du crâne. À savoir qu'aujourd'hui encore, il y a des ostéopathes qui ne pensent pas que le crâne puisse bouger. Alors, ce n'est pas le crâne qui bouge, c'est les membranes dessous, mais on va les percevoir. Et puis, Rollin Baker, c'est vraiment... il a étudié la vie, le mouvement de la vie et l'immobilité. Donc, c'est quelque chose de très fin. On n'est plus dans des mouvements macro, c'est vraiment à l'écoute de la vie et comment on la perçoit dans les tissus et qu'est-ce qui vibre en fait. Et que des fois, ça ne vibre pas et on peut juste attendre et tout d'un coup, le mouvement repart. C'est quelque chose d'assez fabuleux quand on peut le ressentir dans les tissus. Mais de nouveau, voilà, là, je ne pourrais pas vous le faire sentir tout de suite. Alors, du coup, évidemment, il y a eu un engouement. On a vu que l'ostéopathie pour humains marchait. Et puis, il y a des personnes qui se sont dit, des vétérinaires qui se sont dit, mais finalement, peut-être on pourrait en faire profiter les animaux. Et les deux premiers, c'était dans les années 80. On a le docteur Dominique Gignot puis le docteur Francis Lison qui ont eu, donc vétérinaires, ont suivi des formations en ostéopathie humaine et ont commencé à appliquer de l'ostéopathie très structuraliste au niveau des chevaux et des chiens. Je vous parle aussi de Patrick Chêne, parce que Patrick Chêne, qui habite en Ariège, donc dans le sud de la France, quelqu'un qui depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, bataille pour essayer de réunir toutes les connaissances en ostéopathie animale, a mis au place la revue de l'ostéo 4 pattes. Donc, c'est vraiment des revues où tous les ostéopathes pour animaux ont le droit d'écrire, de partager des cas. Et maintenant, elle s'est liée avec la revue d'ostéopathie française. Donc, c'est vraiment, je le cite parce que c'est quelqu'un qui est aussi un chercheur fou, qui est actuel, et voilà, qui m'a mis sur la piste aussi de la FTM, force de traction médulaire, dont je vais vous parler plus tard, du chant diphonique. Et voilà, c'est un peu une sorte de mentor, on va quand même le dire. Je vous ai mis juste quelques petites adresses. Donc, par rapport à la Suisse, il y a quelques associations où vous pouvez retrouver des professionnels, donc des ostéopathes qui sont certifiés avec des bonnes formations, en tout cas donc l'ASOAN, l'Association suisse des ostéopathes pour animaux, la CAMVET, c'est l'association vétérinaire suisse pour les médecines alternatives et complémentaires. Alors là, je ne sais pas s'il y a, oui, il y a un listing. Il y a la FBOA pour les Belges, OAE pour les Français. Et puis, il faut savoir juste qu'en France, actuellement, c'est l'ordre des vétérinaires qui gère tout ça et que normalement, les ostéopathes qui ne sont pas vétérinaires doivent passer un examen pour être validés par l'ordre des vétérinaires. Donc, sur le RNA, on peut retrouver la liste des ostéopathes non vétérinaires qui ont suivi une formation, qui ont passé l'examen et qui l'ont réussi. Ok, donc les principes de l'ostéopathie, on n'a pas des masses. Alors, la structure gouverne la fonction. Je pense que c'est assez facile de le comprendre. Si on a un os fracturé, eh ben, effectivement, on ne va pas bouger notre muscle. Ok. Si on a une tendinite, on ne va pas bouger, par exemple, ou bien si on a une déchirure de ligament, admettons à la cheville, on ne va pas utiliser notre cheville correctement. Maintenant, si notre mouvement n'est pas correct, eh ben, il y a soit ankylose, liquide synovial qui n'est plus aussi lubrifié. Du coup, il y aura un impact au niveau de l'ossature et de la structure. Donc vraiment, la structure gouverne la fonction. On le verra plus tard aussi au niveau de la colonne vertébrale, lorsqu'on va traiter une articulation vertébrale, il y aura énormément d'impact au niveau du derme, des artères, des viscères, de la peau, enfin de la peau, je vous l'ai déjà dit, le derme, des muscles. Donc, structure gouverne la fonction. La règle de l'artère est suprême. Alors, on y reviendra tout à la fin du slide aussi, mais c'est qu'à un moment donné, alors, le chemin de l'artère est suivi toujours par des veines et est suivi aussi du système lymphatique.
ce sont tous ces fluides en fait. Il a parlé de l'artère, mais c'est pour parler de tous ces fluides. Donc si ces fluides coulissent librement, sont libres dans le tissu, ben, on peut gérer l'homéostasie. Ça veut dire que le corps, il peut s'autoréguler parce qu'on sait bien qu'il y a tous les éléments entre les cellules qui vont transiter via la lymphe, via les veines et via les artères. L'unité du corps, eh ben, c'est clair que si on a mal à un coude, en ostéopathie, on ne va pas regarder juste le coude. Fondamentalement, c'est la dernière pièce du puzzle. On va remonter en amont, chercher la chaîne lésionnelle, aller chercher pourquoi en fait finalement on a mal au coude. Et finalement, on va être obligé de scanner un petit peu tout le corps. Enfin, pas un petit peu, on va scanner tout le corps pour voir pourquoi finalement il y a cette douleur qui est arrivée là, pourquoi ce blocage est arrivé là. Il faut savoir que même une torsion de cheville n'est pas anodine, ce n'est pas juste un pur hasard. Souvent, il y a des choses qui font, des chaînes lésionnelles qui font qu'à ce moment-là, elle est fragilisée et puis boum, il suffit du petit truc émotionnel et bam, notre cheville, elle se bloque. L'homéostasie, donc, c'est aussi le grand principe, c'est qu'en fait, le corps a tout ce qu'il faut pour aller bien, il a tout ce qu'il faut pour se réguler de lui-même s'il n'est pas stressé et du coup, il peut aussi s'auto-guérir. Donc, on arrive à là pour dire que le travail de l'ostéopathe, c'est donc aider le corps à se libérer des diverses rétentions par des techniques adaptées afin de laisser la vie circuler à nouveau. C'est aussi connaître nos propres limites en tant qu'ostéopathe. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je ne sais pas, je ne connais pas, je doute, eh ben, je ne touche pas, je ne le fais pas. Et puis j'aime bien, l'ostéopathe, ce n'est pas un magicien ni un guérisseur, parce que y a beaucoup de clients qui disent « Ah, vous avez des doigts magiques, tout ça ». Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que tout le monde pourrait y arriver s'ils avaient envie, sauf qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette envie-là. Donc chacun a son rôle à faire. Mais du moment qu'on commence à mettre des images un petit peu magiques là derrière, pour moi, c'est de mettre l'ostéopathe sur une sorte de piédestal et je ne suis pas là-dedans, personnellement. Je suis plutôt de l'idée de rester terre à terre, à l'écoute, et puis on fait ce qu'il y a à faire. Et d'autant plus qu'on dit que c'est les tissus de l'animal ou du patient qui vont s'auto-guérir. Donc finalement, on ne fait pas grand-chose. On est juste là pour enlever les rétentions. Alors, un petit feedback sur l'ostéopathie structurelle. Donc, le principe, donc vous avez tous déjà vu ce bon craquement articulaire, vous êtes allé chez l'ostéopathe qui a fait comme ça sur vous, voilà. Le but de cette manipulation, donc c'est un trust articulaire. Ça veut dire qu'on on va mettre en contrainte une articulation. Admettons que je prenne mon petit vertèbre ici. Hop. Alors oui, aussi un petit aparté. En général, il n'y a pas une vertèbre qui se déplace. On dit ça, ouais, je pense que j'ai une vertèbre qui s'est déplacée. Non, ça ne se déplace pas, sinon c'est luxé, puis là, c'est un gros problème. On a en général des rétentions de mouvement, des résistances ou des blocages. Ça veut dire qu'elle ne va plus bouger dans un certain sens. Si là, je vous la bloque comme ça, et puis elle ne va pas pouvoir venir comme ça, ok, elle est juste bloquée, mais elle n'est pas déplacée. D'accord? Le trust articulaire, ça veut dire que sur une vertèbre qui est peut-être, voilà, on va prendre en rotation. Est-ce que vous voyez comme ça un petit peu? Je la mets comme ça, voilà, en rotation, ok. L'idée, c'est de mettre en tension et puis de faire un mouvement donc de haute vélocité et de faible amplitude. Donc en fait, on va même presque pas le voir et ça va être un petit, vous voyez? Donc ça ne doit pas être quelque chose de macro. Ça fait un peu peur, je sais. Mais ce sont des tout petits mouvements et ça va redonner toute une information, on va le voir plus tard, qui sont très efficaces. Franchement, ça marche très bien, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait parce qu'on peut aussi faire de gros dégâts. Et en général, quand on travaille en structurel, c'est vrai qu'on a une libération immédiate. On sent vraiment un soulagement immédiat. Mais il peut y avoir aussi des petites contre-indications parce que ça peut léser un petit peu les tissus autour. Le petit aparté sur le craquement articulaire, donc c'est pas parce qu'on entend craque que c'est une manipulation ou que c'est super bien réussi. Il y a plein de manipulations qui n'ont pas de craquement. Donc, si vous tirez les doigts, bon, moi j'arrive pas, mais il y a des personnes qui se tirent les doigts, vous allez entendre le craque.
Okay. C'est tout simplement une décoaptation au niveau de la capsule articulaire. Ça veut dire qu'en fait, il y a du gaz qui est sous forme liquide qui se met sous forme gazeuse à ce moment-là, puis qui fait une sorte de bulle, puis on entend un petit crack. Mais donc, ce n'est pas parce que ça craque que c'est forcément une manipulation réussie. Parce que ça, on m'a dit aussi une fois, ah, mais vous n'êtes pas une ostéopathe, je me suis trompée. Puis je dis, mais c'est quoi l'ostéopathie pour vous? Ah, bah oui, bah, c'est quand ça fait craquer. Je dis, ah, bah oui, mais voilà, il y a différents types d'ostéopathie, enfin de pratiques en ostéopathie. Donc voilà, l'essentiel, c'est de voir les résultats. Dans les manipulations structurelles, il y a quelques contre-indications. Ben, typiquement, une ostéoporose, si on va tout à coup commencer à truster sur des os qui sont fragilisés, on risque de les casser. L'hernie discale, ben, chez le chien, on ne va pas faire une manipulation structurelle droit sur une hernie discale. Ce n'est pas possible. On va tout péter. La luxation vertébrale, ben, ça m'est arrivé d'avoir, et heureusement que j'avais eu la radio avant, le cheval s'était luxé une cervicale. Donc là, il ne faut pas toucher. Il ne bougeait pas trop la tête, mais on ne pouvait pas travailler dessus parce qu'il ne fallait absolument pas la remettre dans l'ordre parce qu'on ne sait pas si on peut même carrément sectionner la moelle épinière. Les tendinites, bon, en général, la tendinite, elle ne se retrouve pas sur une articulation. Donc ça, en général, on essaie d'éviter juste de manipuler structurellement au-dessus et en dessous parce que les tendons vont être étirés très fortement. Un hématome épidural, donc l'hématome au niveau de la moelle épinière. Bon, là aussi, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, donc on ne manipule pas structurellement. Ça va, je vais trop vite, ça va? J'ai besoin d'avoir un petit feedback. Ouais, ok. Je pense que ça, c'est un peu barbant, alors je vais aller un peu plus vite et puis on parlera après des choses un peu plus sympathiques. Alors, sur quelle structure? Juste en passant, ça n'a rien de barbant. Mais Ah, ça ok. demande beaucoup de concentration, qu'on n'est pas dans le domaine, etc. Mais il n'y a rien de barbant. Okay. Merci beaucoup. Alors, sur quelle structure l'ostéopathie ou l'ostéopathe a une action? Alors, on va commencer par système osseux. Je vous ai mis dans technique tissulaire. Donc, système osseux, c'est vraiment la structure de l'os. Donc, sur l'image de gauche, donc, vous avez la coupe d'un os long. Vous voyez qu'il y a en fait toutes ces structures, que l'os n'est pas un élément mort comme celui-ci. Okay. On voit, il y a un système artériel, un système veineux. On voit qu'il y a des ostéons. On voit qu'il y a tout d'un coup cet os spongieux avec des trabécules osseuses. On peut avoir une modification. Et à droite, je vous ai mis justement les travées osseuses de l'os spongieux. Ça veut dire qu'en fonction de l'utilisation et des forces de traction et des forces qui s'impliquent au niveau de l'os, on va avoir des lignes de force qui vont se faire en fait au niveau de l'os pour solidifier certaines parties ou d'autres. Si on fait une découpe d'un cheval qui marche tout le temps dans un manège et un cheval qui marche tout le temps sur du béton, on n'aura pas du tout les mêmes travées osseuses. On peut avoir des travées osseuses où on peut sentir, en tant qu'ostéopathe tissulaire, on peut sentir des densités différentes au niveau de l'os qui ne sont pas normales. Surtout quand on compare je sais pas, un numérus gauche d'un numérus droite. Et ben, en fait, on va pouvoir travailler dessus, comprendre pourquoi ici l'os a eu besoin de se densifier. On va retrouver au niveau de P3 chez le cheval, par exemple, aussi des densifications au niveau de la troisième phalange, même si c'est dans la boîte cornée. En approche tissulaire, on peut se transposer et puis aller chercher cette P3 dans la boîte cornée et comprendre. Des fois, en fonction du parage, par exemple, le parage n'est pas adapté au pied du cheval, et P3 va se modifier parce qu'elle va se sentir suspendue dans cette boîte cornée et puis elle va dire « Ah, mais ça ne va pas », puis elle va se sentir comprimée et du coup, on va pouvoir le percevoir. Ça va aussi nous donner une idée de dire « Ah tiens, là, par exemple, il faudrait modifier le parage ». Alors, c'est toujours compliqué parce qu'il faut dire « il faudrait », mais après, il faut savoir quoi faire et ça, c'est plus mon job. Le système articulaire, donc technique structurelle, comme je vous ai montré sur la vertèbre, comme je peux vous montrer sur... très bien aller chercher ici un bassin, un hémi-bassin, un demi-bassin, l'acétabulum. Ici, on est censé avoir la symphyse,
et puis hop, là on a le fémur qui rentre dedans, d'accord? Alors on a une belle articulation sphéroïde, ok? Ben, on peut avoir des petits blocages, on peut la sentir bloquée, on peut aller manipuler structurellement, hop, bim, on peut faire comme ça, ou on peut aller chercher dans les tissus et laisser en sorte que les tissus se libèrent et puis redonnent la mobilité à cette articulation. Une fois que les tissus sont relâchés, il n'y a plus de blocage. C'est clair que si on ne connaît pas l'anatomie, si je vous prends, voilà, typiquement un radius, humérus et ulna, ok, hop, voilà, donc articulation du coude, vous voyez, c'est bien imbriqué là-dedans, ok, hop, une fois que c'est dedans, alors j'ai des mouvements de flexion-extension, mais je n'ai pas vraiment de mouvement de rotation, d'accord, dans ce plan-là, ça ne tourne pas beaucoup, hein, sauf que là, ben voilà, il est mort, mais... Donc, si tout d'un coup, on ne connaît pas l'anatomie, puis on se dit, ah, ben tiens, je vais aller trosser, puis je vais faire bim, eh ben voilà, je peux fracasser la tête de l'ulna. Donc, d'où toujours connaître notre anatomie. Sur le schéma d'une articulation, je vous ai juste mis pour rappel un petit peu toutes les structures qui entourent une articulation. Donc, on a les deux os, on a le petit ligament au milieu articulaire, donc interosseux, on a le liquide synovial et l'articulation est entourée par une capsule articulaire. Il faut savoir que le cartilage n'est pas nourri par un système artériel. Il est nourri en fait par le liquide synovial. Si votre articulation est bloquée, eh ben, le liquide synovial, c'est un liquide qui, lorsqu'on dort, lorsqu'on est refroidi, se densifie un peu et puis devient plus visqueux avec le mouvement. C'est pour ça que quand on voit un cheval arthrosé ou un chien arthrosé, une fois qu'il s'est lancé et puis qu'il est dans le mouvement, ça va mieux. Donc, si elle est bloquée, elle va moins bien fonctionner. Le liquide synovial va moins être visqueux et du coup va moins nourrir le cartilage. Donc, le phénomène d'arthrose, déjà d'abord d'arthrite, mais après d'arthrose, va s'accentuer. D'où l'intérêt de faire aussi de l'ostéopathie, même si l'arthrose est déjà installée, pour pas que ça s'aggrave. Ok, le système musculaire. Alors là, on a aussi dessus une action évidente. Déjà, pourquoi on a des lésions musculaires qui viennent s'y mettre? Voilà, quand on commence à faire des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire, et puis des fois, je pense que pour les chiens, c'est plus facile, mais pour les cavaliers, des fois, on a un petit peu tendance à exagérer, puis allez, hop, 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 aujourd'hui, on va sauter, hein, parce que moi, en tant que cavalier, j'ai envie de sauter. Voilà, le cheval n'est pas tout à fait prêt, il n'a pas chaud, et ben voilà, des blocages peuvent venir. Des petites déchirures, des petits claquages. Et puis, après, il y a l'exemple aussi que du blocage musculaire, le lumbago, par exemple. J'ai une copine, elle m'a dit, mais c'est incroyable, j'étais ramassé la pièce de puzzle sur la table, puis je me suis bloqué le dos. Alors, c'est pas qu'elle était en train de soulever un grand poids, mais c'est qu'en fait, toute la chaîne lésionnelle était déjà là, et puis que juste ce petit mouvement de flexion et de torsion du dos a fait que, clic, là, c'était de trop. C'est une protection. En fait, quand ça vient bloquer comme ça, c'est du style, attention, là, ça va plus, sinon ça va casser. Donc, à quelque part, autant les écouter, ces blocages. Donc là, on a différentes techniques. Alors, quand je vous parle je vous les ai notées là. Alors, sur les techniques musculaires, les trigger points, peut-être que vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe, c'est des points assez douloureux qu'on peut retrouver au niveau des muscles. Et en fait, en appuyant dessus, puis en faisant un petit mouvement de relâchement, hop, ça redétend le muscle. Les techniques fonctionnelles, c'est quand on va dans le sens de la lésion, les techniques recoil aussi, et les techniques tissulaires, ainsi que les techniques myofaciales. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, quand on manipule structurellement et qu'il y a un muscle qui est vraiment enflammé, c'est pour moi une contre-indication. Moi, je ne le fais pas, je me retiens parce que ce n'est pas du tout adapté. On peut créer des micro-lésions, des surinflammations et du coup, autant s'abstenir parce que ce n'est pas confortable. Voilà, le système circulatoire. Donc là, on vient un petit peu des principes de l'ostéopathie, que lorsque tous les liquides sont... la règle de l'artère est suprême. Donc, quand tous les liquides peuvent circuler, voilà, on peut se guérir. Je vous ai mis juste vous montrer dans le système artériel au niveau de la P3, de la boîte cornée du cheval. Je trouve cette image impressionnante. On ne s'imagine pas à quel point c'est irrigué. Donc, on peut imaginer que quand il y a une fourbure, c'est catastrophique.
je vous ai aussi mis la figure de la colonne vertébrale, parce qu'on voit toujours des colonnes vertébrales mortes, comme celle-ci. Hein. Ben, en fait, si on voit juste le réseau sanguin, eh ben, on voit que c'est absolument pas mort, que c'est irrigué par du sang et que c'est bien vivant. Donc là, par les techniques structurelles, évidemment, on va voir, hein, parce qu'à côté de la colonne vertébrale, on a toutes les petites artères vertébrales qui passent. Donc évidemment, on va relancer aussi la circulation sanguine, la circulation artérielle, repermettre au système veineux d'éliminer les déchets et au système lymphatique de retravailler et puis de lui aussi éliminer les déchets et de recirculer dans tous les tissus via le liquide interstitiel. Le système lymphatique, donc, c'est vraiment ce liquide dans lequel baignent les cellules, en fait. C'est vraiment, on commence maintenant à le découvrir comme vraiment le liquide de la vie. C'est plus forcément le sang qui est important, mais vraiment, on se rend compte à quel point le système lymphatique et la lymphe sont importants. Donc, Chapman, qui est aussi un ostéopathe, a repris les techniques des points réflexes qui sont en fait des pressions au niveau des ganglions et qui font la relance du système lymphatique. Alors typiquement, le système lymphatique peut être travaillé sur des chevaux qui engorgent, par exemple. Voilà, mon cheval commence à engorger, et ben on peut travailler sur ces points réflexes. J'ai travaillé sur des veaux qui étaient nés avec un écoulement nasal, une sorte de toux, de bronchiolite, voilà, en médecine vétérinaire, c'est un peu compliqué, on ne veut pas les traiter parce que c'est aussi pour de l'engraissement. Alors effectivement, j'ai travaillé sur les points réflexes liés à tout ce qui était pulmonaire et il y a eu des bons résultats. Sur 3 veaux, il y en a quand même 2 qui sont sortis. On n'a pas toujours que des bons résultats. Hein. Il y a aussi des fois des cas où on n'y arrive pas. Il faut quand même l'avouer. Le système facial, alors, les fascias, c'est un peu mon grand truc, j'adore ça. Voilà, la petite photo de droite, ça vous montrer à quel point cette structure est belle, magique, c'est une toile d'araignée. Les fascias sont vraiment du tissu conjonctif mou qui vont apporter cette fluidité et puis cette continuité dans tout le corps parce qu'ils vont s'entremêler aux fibres des tendons. Enfin, d'ailleurs, c'est même les tendons sont faits de fascia. Donc, ils vont s'entremêler avec le périos, s'entremêler dans l'os. Ils vont faire le lien avec la peau. Donc, si vous allez chercher sur Internet ou YouTube, vous pouvez trouver justement des vidéos de M. Gimberto qui a filmé comment le fascia sous la peau bouge, sous la peau de la main. Donc, c'est une sorte d'architecture qui va tout le temps bouger tout au long de la journée pour faire en sorte que la structure tienne. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'en fait, sans les fascias, on va en parler après, de la tenségrité, sans les fascias, finalement, notre corps ne tiendrait pas forcément. Ce n'est pas juste les muscles qui font que le corps tienne. Et puis, voilà, juste pour revenir sur le système facial, typiquement, on peut le travailler quand il y a des adhérences au niveau des cicatrices. On va pouvoir travailler, c'est les fascias qui viennent en fait. Pourquoi il y a des adhérences? Il y a la fibrine et le collagène qui viennent pour sécuriser la zone, mais les fascias vont aussi venir et se rétracter pour apporter du soutien. Et donc toutes ces zones-là vont créer dans cette toile d'araignée des points de rétention et de résistance. Et du coup, l'homéostasie ne vont pas permettre de coulisser librement dans tout le corps. Et du coup, la physiologie ne peut pas être à son maximum. Le système viscéral, technique fonctionnelle, alors oui, évidemment, c'est toujours plus sympathique d'aller toucher un estomac, d'aller toucher un côlon, un cæcum, que juste de s'occuper au niveau vertébral, puis de se dire, ah oui, quand je manipule ça va travailler indirectement sur l'estomac. Donc, effectivement, par exemple, en cas de colique chez le cheval, alors je ne vous dis pas qu'il faut appeler l'ostéopathe de prime abord, mais si tout d'un coup, il y a un ostéopathe qui est dans l'écurie, puis que le vétérinaire n'est pas encore là, il faut qu'il aille mettre ses mains, parce qu'on peut travailler dessus directement. Mon cheval a eu une colique urinaire, typiquement, j'appelais le vétérinaire, il ne répondait pas, j'appelais un autre vétérinaire, il ne répondait pas. J'ai dit, vas-y, avec tes mains, essaie de faire quelque chose. Et j'ai réussi dans ce cas-là, effectivement, la colique urinaire a passé. Donc, il ne faut pas hésiter.
Système viscéral, typiquement, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, je travaille énormément le foie. Bon, après, on verra en approche tissulaire pourquoi le foie est assez important dans l'organisme par rapport à un paramètre en approche tissulaire, hein, pas dans ses fonctions physiologiques. J'ai souvent tout ce qui est digestif, ça veut dire les constipations, les problèmes de digestion, parce que les chiens ne sont pas nourris avec ce qu'ils auraient besoin, ou les chevaux, il y a beaucoup trop de sucre dans leur alimentation, ou il y a trop de maïs, Donc voilà, on peut retrouver des rétentions à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est d'enlever la rétention, mais de aussi informer le propriétaire de dire là, il va falloir changer quelque chose, parce que sinon, je peux venir toutes les semaines, il n'y a pas de souci. Donc, mon porte-monnaie s'en portera bien, mais pas votre animal, quoi. Système hormonal. Alors, disons que toutes ces glandes, on peut y approcher de manière tissulaire, typiquement. Structurelle, un peu moins. Sincèrement, je n'ai pas vraiment un accès en structurel aux glandes. L'hypophyse, typiquement, l'hypothalamus, au rein. Alors, au rein, oui, indirectement via une manipulation vertébrale. Mais en tissulaire, on peut avoir accès en crânio-sacré. Du moment qu'on commence à travailler au niveau du crâne, des membranes, on va libérer les tensions et on peut vraiment aller se projeter à l'intérieur du crâne pour arriver à accéder à l'hypophyse, l'hypothalamus, l'hippocampe, toutes ces structures-là qui vont gérer aussi, le système humoral et puis les émotions. Donc, je vous ai mis le cas d'un petit cheval qui présente des symptômes de la maladie de Cushing. J'ai eu le cas il y a quelques années d'un cheval effectivement qui était sous traitement d'ailleurs, qui est un traitement assez lourd, qui avait des rétentions au niveau de l'estomac, il ne mangeait plus, il était apathique. Alors, je ne l'ai pas fait arrêter le traitement, mais avec l'ostéopathie, il a retrouvé tout d'un coup un peps de vie, sa digestion allait mieux et il supportait mieux sa médication. Donc ça aussi, c'est intéressant de se dire que finalement, ce n'est pas parce qu'on fait un traitement ostéo qu'on doit tout arrêter, mais ça leur permet aussi de mieux gérer un traitement médicamenteux, par exemple. Système nerveux, c'est un peu imbuvable, mais je vais essayer d'être simple. On a le système nerveux central, donc les techniques tissulaires et crâniennes. On va principalement travailler au niveau de la dure mère, donc qui est l'enveloppe externe du cerveau. Si on le voit sur la première image où on a la moelle épinière en schéma, on voit la partie brune foncée, c'est la dure mère, la brune café, c'est l'arachnoïde, et puis la brune claire, tout près de la moelle, c'est la pie mère. Donc, on va travailler sur ces structures-là parce qu'il faut savoir aussi que la dure mère au niveau du crâne, elle est rattachée à tous les os du crâne. Elle va suivre le long de la moelle épinière, elle va être attachée aux 2 premières cervicales, voire la 3e. Et après, il n'y a plus forcément d'attache et on la retrouve attachée au niveau du sacrum chez le chien et le cheval. Chez l'humain, dans le petit schéma que je vous montre, la moelle épinière est remontée bien plus haut parce qu'en fait, en embryologie, la moelle épinière se met en place et puis après, il y a la structure osseuse qui vient et qui grandit davantage. Ce qui n'est pas le cas chez le chien et le cheval, par exemple. Je vous ai juste mis une petite photo dégueulasse pour vous montrer les adhérences en fait, qu'on peut avoir justement ces tissus de la dure mère qui sont reliés aux vertèbres. J'aime bien maintenant, alors donc là on arrive un petit peu sur le sujet dont Patrick Chen aime bien parler, donc la force de traction médulaire par rapport à la moelle épinière. Donc si on voit effectivement sur le schéma là pour l'humain, on voit que cette colonne est remontée. Donc, il y a une certaine tension au niveau de cette moelle épinière. Donc, ces 2 médecins, c'est comment il s'appelle, Hoyo Salvador, qui est un chirurgien espagnol, qui traitait des cas donc, de parascoliose. Donc, vraiment, quand on a une monstre scoliose au niveau de la colonne vertébrale chez l'humain. Et en fait, il a trouvé qu'en sectionnant le filum terminal, donc le filum terminal, ce sont tous ces petits nerfs de la queue de cheval qu'on voit là au fond de la colonne humaine. En sectionnant là, tout à coup, la moelle épinière, elle remontait.
Et en fait, dans ces cas de scoliose, mais des scolioses maladives, ce n'est pas la petite scoliose qu'on peut avoir comme ça, eh ben, on avait une amélioration de la scoliose. Après, évidemment que nous, en tant qu'ostéopathe, ça ne nous intéresse pas d'aller faire de la chirurgie. Donc, il y a monsieur Mercadal, Azua Mercadal, qui est aussi un Espagnol, mais un ostéopathe, qui a travaillé avec Joyo Salvador et a mis au point la technique de FTM, de dire, tiens, est-ce que, en tant qu'ostéo, avec notre intention, on peut diminuer la tension au niveau de la moelle? Eh bien oui. Et Patrick Chen, lui, il l'a adapté aux animaux. Et c'est juste quelque chose de fantastique parce que ça va être un peu compliqué, mais ça, je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais je vais essayer de vous le montrer sur cette petite partie-là de la colonne. Si je tends ici, donc si ça, c'est ma moelle épinière et ça, c'est ma colonne vertébrale. Si je tends comme ça, c'est comme si je voulais raccourcir. Vous voyez la pression que ça fait au niveau de la colonne. OK? Est-ce que vous avez vu? Un petit pouce, oui. Pas tant. Oui, c'est pas flagrant. On a une colonne non plus, elle ne peut pas non plus bouger. Est-ce que si je fais là, on voit mieux? Je ne sais pas. Voilà. L'idée, c'est que si on détend, c'est comme un collier de perles. Si vous prenez votre collier de perles et puis que vous impliquez une pression, donc comme si vous vouliez raccourcir le fil, vos perles elles vont s'ajuster pour compenser l'excès de tension. Donc, quand nous, on va essayer de détendre ça, eh ben, les perles, si on détend, les perles elles reprennent leur place. Et la colonne vertébrale, finalement, fonctionne comme ça aussi. Lorsqu'on détend la moelle épinière, eh ben, la colonne vertébrale reprend sa place. Et une fois qu'on a travaillé ça, mais c'est juste génial. Il n'y a presque plus de manipulation structurelle à apporter au niveau du dos, parce que tout est rentré pratiquement dans l'ordre. Après, il peut y avoir une ou deux petites résistances, mais on n'est pas en train de s'amuser à faire « Ah tiens, je vais faire la T3, il y a encore la T12, et puis la T15, et puis après la L2, puis encore la L6, et puis voilà. » Donc ça, c'est une notion qui est assez intéressante et puis qui est toute nouvelle. Ça fait quelques années, mais qui a de la peine à trouver son essor encore. Je vous parle de la métamérisation de la moelle épinière. Alors, la métamérisation, c'est justement le schéma de la colonne humaine où on voit que les morceaux de vertèbres, donc on voit au milieu, c'est la moelle épinière, d'accord? Et puis à côté, c'est l'apophyse épineuse. C'est comme si elle était comme ça, d'accord? Les épineuses et le corps vertébral, mais c'est coupé en deux, d'accord? Eh bien, on voit que avec les couleurs, chaque métamère, donc chaque petit morceau, a un lien avec une vertèbre. Alors, chez l'humain, effectivement, le lien, par exemple, avec la L5, vous voyez, au niveau de la moelle, on le retrouve un peu plus haut, si on regarde par rapport aux couleurs. La L5, c'est la dernière verte. Si vous allez à la moelle épinière, la dernière verte, elle est au niveau de T12. Je vous ai mis le petit schéma à côté du chien pour vous montrer qu'en fait, chaque métamère est en lien avec une partie de peau, une partie d'os, une partie de viscère, une partie d'artère. Et par exemple, quand on a un problème dermatologique, on peut se dire, tiens, on est sur le territoire présomptif du métamère tel et tel. Donc si on vient sur le chien et puis que le chien il a une sorte de hotspot ici au niveau de, si on regarde sur le schéma de C1, on se dit, tiens, il y a peut-être un problème au niveau de C1. Ça peut être une indication. Ou bien, si on regarde au niveau du thorax, alors chez le chien, c'est assez facile parce que tout se retrouve. Mais vous voyez l'implication à ce moment-là, c'est même quand on fait une manipulation structurelle, hop, on peut avoir un lien au niveau du derme. Système nerveux périphérique, donc voilà, c'est tout ce qui sort de la moelle épinière, hop, tous les nerfs rachidiens qui vont irriguer tous les membres, tous les muscles. Alors là, typiquement, déjà en faisant des manipulations structurelles, on va pouvoir libérer de toute façon toutes ces sorties, parce qu'entre deux vertèbres, il y a des tout petits trous, comme ça, hop, c'est de là que sortent les nerfs rachidiens, ok? Donc si la vertèbre elle est coincée, vous voyez que ça coince un peu le nerf, ok? Donc nous, l'idée, c'est de redonner la mobilité, ok? Et de laisser ouverte la chose. Si le passage est étroit, que ce soit l'information motrice ou l'information sensitive, ne peuvent pas circuler correctement. D'accord? Donc, on aura un impact.
Après, on peut parler de techniques aussi tissulaires, de techniques de FTM, typiquement sur les membres fantômes. Il y a des chiens qui ont été amputés de la queue, qui ont mal à la queue. Et on ne s'en rend pas compte. Et ils sont nerveux et on ne comprend pas. Et en fait, c'est de redonner la sensibilité de ce membre fantôme, de redonner conscience. Et en fait, d'aller travailler, alors là, je commence à dévier un petit peu sur l'énergétique, mais d'aller travailler sur, en fait, le corps conscient de cette queue qui est encore là, la conscience des nerfs qui est encore là. Donc, typiquement, ça, ce sont des techniques en tissulaire FTM. Ah oui, puis voilà, ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est aussi typiquement la proprioception, les membres qui tout d'un coup ils n'ont plus de sensibilité, ou justement, typiquement, alors un bon cas intéressant, si vous voyez sur le schéma du cheval, il y a le petit point vers l'épaule qui est écrit plexus brachial. Ok. Le plexus brachial, il est formé des racines rachidiennes, donc des nerfs rachidiens qui sortent de la colonne entre les deux dernières cervicales et les premières thoraciques. Et des fois, on a des chevaux qui trébuchent de l'antérieur droite ou de l'antérieur gauche, voilà. Et puis on se dit, ah, mais pourquoi? Et bien en fait, c'est un blocage à ce niveau-là. Un blocage entre C6 et puis T2. Parce que ces nerfs qui sortent de là vont au plexus brachial. Le plexus brachial va irriguer toute la motricité du membre antérieur. Donc, si on ne manipule pas à ce niveau-là, on ne libère pas cette zone-là, et effectivement, il ne peut pas retrouver sa motricité ni sa proprioception. Alors, le système nerveux autonome. Alors, voilà, il sert à réguler le milieu intérieur. Il n'est pas en équilibre zéro. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir le parasympathique et l'orthosympathique au même niveau. C'est tout le temps en équilibre, en jauge. Donc, le système parasympathique, c'est celui qui se met en route quand on dort, quand on va s'endormir. Et l'orthosympathique, c'est l'homme qui chasse, ou bien tout à coup je stresse, ou je dois faire pipi. Voilà, typiquement avant ma conf, j'étais plutôt en orthosympathique, je dirais. Alors, le système ortho et para, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas forcément une action directe dessus. On a le système parasympathique, les noyaux se retrouvent au niveau du bulbe rachidien et puis du sacrum. Donc, comme c'est indiqué sur le schéma. Et l'orthosympathique, on a toute la chaîne paravertébrale ganglionnaire qui est en vert. Et donc, quand on va manipuler structurellement au niveau vertébral, on aura une action plutôt sur le système orthosympathique. Quand on va travailler au niveau crânien et au niveau du sacrum, on aura plutôt une action parasympathique. On va plutôt stimuler ces zones-là. Alors, c'est clair que en général, on a beaucoup d'accès quand on travaille en crânio-sacré. On va avoir effectivement des animaux qui vont, qui vont vraiment descendre en énergie, se calmer et puis être dans un état alpha assez intéressant. Mais des fois, il faut aussi régler ça. Donc, on ne doit pas se dire parce qu'il est en orthosympathique autonie qu'on doit aller travailler le para pour le descendre. Peut-être que c'est parce que c'est bloqué au niveau de l'ortho qu'il faut le travailler. Après, vous allez me dire, mais comment elle fait pour savoir où travailler? Ça, je vous le dirai après. Alors, j'ai essayé de vous donner une petite liste, vraiment pas du tout exhaustive, de toutes les indications pour l'ostéopathie. Donc, dysplasie de la hanche. Alors, dysplasie de la hanche, pourquoi? Typiquement, si on a un sacrum enfoncé entre les fesses, alors si vous vous mettez debout, puis que vous essayez je vais essayer de vous montrer ça, hop, comme ça. Si j'enfonce mon sacrum comme ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vous fais de devant, hop, voilà, il y a mes hanches qui s'enfoncent, mes genoux qui vont s'écarter. Donc, en travaillant et en libérant au niveau du sacrum, on va permettre en fait à l'aplomb de la jambe de revenir correct par rapport à ce qui doit être. Alors, certes, on ne va pas régler la dysplasie de la hanche, on ne va pas régler le fait que l'os, il est fichu, il est tout plat ou comme ça. Mais on va donner un confort déjà, parce que l'aplomb est meilleur, 2, parce que les tissus autour, ils sont tout à coup plus fonctionnels et donc ça va soutenir davantage la structure qui n'est pas géniale. Donc ça, il faut le savoir. Après, dans des cas graves, ma foi, voilà, là, il y a l'opération.
On va juste voir ça. L'accrochement de rotule, c'est un peu le même principe. Où, comme je vous ai montré, si le sacrum est enfoncé, par exemple, à l'intérieur du bassin, qui se retrouve en extension, en flexion, on va avoir les hanches qui vont s'enfoncer et les genoux qui vont s'écarter. Du coup, on n'a pas le bon aplomb. Donc, quand on a un accrochement de rotule, c'est clair que si déjà au niveau des genoux, on n'est pas dans le bon aplomb et on a une contrainte, ça ne va pas aider. Donc, quand on a des petits accrochements de rotule un peu passagers, on peut effectivement aider. Maintenant, quand on a un accrochement de rotule pathologique ou typiquement, où est-ce qu'il est celui-là? Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Normalement, c'est ça et ça, comme ça. Voilà. Un fémur et un tibia. OK. Et puis, normalement, on a la rotule qui coulisse là-dedans. OK. Quand cette cavité-là est toute plate, c'est vrai que la rotule ne peut pas rester là-dedans. Elle est toujours obligée, elle va toujours sortir. Donc là, nous, on ne peut pas forcément faire grand-chose. Chien et chat qui ne sautent plus, cheval qui refuse de sauter aussi, typiquement, ça c'est souvent des histoires de sacrum, souvent. Cheval qui se traverse, hop. On a souvent des liens viscéraux en lien avec ces chevaux qui se traversent, des problèmes de bassin. L'animal dont le comportement change, perte de vitalité. Il y a une personne qui m'avait amené un chien pour une petite boiterie. OK, on traite la boiterie. Qui m'appelle après, puis il me dit « Ah, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il avait mal, parce qu'en fait, il est beaucoup, beaucoup plus vivant. Il vient vers nous, alors qu'en fait, avant, il se mettait dans un coin. Il restait toujours dans un coin. Donc, il a vécu avec sa douleur, ses autres douleurs pendant des années. Finalement, il a une boiterie qui a fait qu'il puisse rencontrer un ostéopathe. Et du coup, il a pu libérer d'autres choses. Les douleurs dorsales, donc est-ce qu'on a une action sur la douleur? Oui, du moment qu'on enlève la rétention, qu'on enlève les causes qui font que cette douleur est là, oui, ça peut être même assez immédiat. Des fois, ça peut prendre quelques jours, mais chez les animaux, par rapport aux humains, je trouve que ça va beaucoup plus vite parce qu'ils sont beaucoup plus alertes, en fait. Et puis, eux, leur seul but, c'est quand même d'aller bien, finalement. Nous, on a notre mental. Eux, ils l'ont un peu moins, quand même. Baisse du système immunitaire, oui, parce qu'en travaillant au niveau du système digestif aussi, et en rétablissant l'homéostasie, on va stimuler le système immunitaire parce que tout circule correctement, donc on peut l'avoir partout. Les troubles de la croissance, typiquement, ça, on peut les avoir. On travaille beaucoup en FTM, justement, force de traction médulaire au niveau de la moelle, voir pourquoi ça ne grandit pas. Donc, on a souvent des tensions liées à ça. Un exemple, chez les bovins, la vache qui ne se lève plus après le vélage, des fois elles font des gros veaux, il y a ou bien une compression, il y a un monstre hématome, compression du nerf fémoral. Du coup, on peut donner un coup de main pour que l'hématome se réduise plus rapidement, pour retrouver est-ce qu'il y a encore un blocage au niveau du sacrum qui empêche de faire le coup de saut pour se lever. Le petit qui ne tète pas, chez les bovins aussi, comme pour l'humain et les bébés, finalement, on peut avoir des problèmes à la naissance, on peut avoir des restrictions crâniennes qui font que le veau, il ne va pas pleurer pour montrer qu'il ne va pas très bien, mais il va par exemple refuser de téter. Le Cushing pour des maladies hormonales, les boiteries, ça c'est clair. Pré- et post-opératoire. Je trouve ça très intéressant parce que dans ma pratique, j'ai pu remarquer que en préopératoire, sur des cas de chiens que j'ai suivis de manière préopératoire pour effectivement des problèmes de boiterie et qu'après je me suis dit, finalement là, vous consultez maintenant le vétérinaire et qu'il a fallu intervenir chirurgicalement, typiquement pour des croisés déchirés ou voilà. Quand je les ai eus en post-opératoire, finalement, ça a été vraiment bien parce qu'ils avaient bien géré l'opération et ils marchaient vraiment bien avec quelques petites rétentions. Des chiens qui n'ont jamais eu l'ostéo avant et puis qui passent par des opérations assez conséquentes, comme celle-là, par exemple, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des difficultés à s'en remettre et c'est plus compliqué après à récupérer dans les tissus. Parce qu'il faut quand même penser aussi que les tissus, oui, on peut récupérer, mais des fois, on efface l'ardoise et puis des fois, on ne peut pas l'effacer complètement, quoi.
Donc, je trouve intéressant, même quand on a une intervention qui est prévue, de faire de l'ostéo avant pour pouvoir libérer les tissus. Contre-indication, fièvre. Sincèrement, quand il y a de la fièvre, finalement, on ne va pas forcément chez l'ostéo. Steele dirait sûrement le contraire, parce que lui, il a traité justement en temps de guerre des gros cas de maladies infectieuses par l'ostéopathie. Mais de nos jours, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Donc voilà, fracture et déchirure, là, ce pauvre chat, effectivement, avec son humérus fracassé, on ne va pas aller le traiter en ostéo. Alors, ça m'arrive des fois que des personnes m'appellent, me disent « Ah oui, voilà, il boite. » Alors, j'essaie maintenant des fois de me faire envoyer la vidéo pour voir comment il boite. Parce que des fois, ça nous donne directement une indication. Ou bien, s'il a vraiment les ligaments croisés fichus, voilà, là, c'est vétérinaire direct. Chez les bovins, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve que les bovins montrent très peu. Et même avec des fissures, ils boitent, mais ils marchent encore. Alors, c'est que quand on les a sous la main, avec le mouvement ou avec le diapason, que j'arrive à percevoir qu'il y a une fissure. Et puis là, c'est malheureusement, pour un animal de rente, c'est compliqué de le maintenir en vie. Hémorragie, évidemment, ce n'est pas notre but. Les tumeurs, je dis quoique, parce que il y a une théorie, maintenant, le problème, c'est que je ne mémorise pas du tout les prénoms, les noms. Donc, il y a une scientifique qui a étudié les tumeurs et qui a remarqué qu'en fait, les tumeurs, elles avaient leur propre réseau nerveux. Et en fait, c'est comme si c'était un autre corps propre à lui-même et que ce corps-là n'est plus en communication avec le reste des tissus. Et du coup, ça veut dire que les tissus du corps qui est sain ne reconnaissent pas la tumeur. Et si on remettait en communication la tumeur avec le reste des tissus, est-ce que les tissus la retrouveraient et puis pourraient se dire mais c'est un corps étranger et puis pourraient l'enlever? C'est une grande question. Le coup de sang chez le cheval, ça c'est directement vétérinaire. Et la colique, comme je vous ai expliqué, quoique, si vous êtes sur place, pourquoi pas? J'ai fait une vache qui avait eu un retournement de caillette, j'étais sur place pour d'autres vaches et puis ils m'ont dit mais celle-là, franchement, on va peut-être faire l'opération. Je dis on va essayer. Hop, voilà. Essayer sans beaucoup d'attente, et ça a marché. Donc pourquoi pas essayer? Si ça marche pas, voilà, il y a toujours la médecine vétérinaire, mais si on peut être un peu moins interventionniste, pourquoi pas? Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on ne le sent pas, on s'abstient. Ça veut dire que là, je ne sens pas que je devrais faire cette manipulation. On ne la fait pas, c'est OK. Ça, c'est le pire si on la fait. Est-ce qu'il y a juste des questions jusque-là? Je pense que c'est juste de poser s'il y a 2-3 choses qui n'ont pas été claires avant qu'on passe un petit peu sur la partie plus énergétique. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ont... Enfin, vous avez été très clair. Sauf que ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, je plonge là-dedans. Je capte tout ce que je peux, mais c'est normal que je ne peux pas tout capter. Mais c'est juste pour dire, oui, vous êtes clair, mais mon bagage ne me permet pas de tout emmagasiner comme ça ce soir. C'est normal. Oui, mais absolument. Pour moi, c'est un début de chemin. Voilà. Merci. Et pour l'instant, je n'ai pas de questions. OK. Début de chemin. Tu as quelque chose, toi, Fabienne? Il n'y a rien sur le chat, en tout cas. OK. Alors, moi, je voudrais juste savoir ce que c'est le recoil. Je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, recoil. C'est des techniques... si on va dans les tissus, j'ai rien là ici. On va aller dans le tissu, on va aller dans le sens de la lésion, on va imprimer une pression, on va continuer. OK, et à un moment donné, on va être un petit peu au bout de ce qu'on peut pousser. OK, donc on le fait souvent, si ça c'est mon axe vertébral, on va aller au bout comme ça, hop, 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 et tout d'un coup, on va relâcher d'un coup. Et en fait, c'est ça le recoil, c'est d'aller en tension, puis tout d'un coup de relâcher. Puis en fait, ça surprend le système. Et là, c'est une technique d'ostéopathie. C'est vraiment utilisant en structurel. Est-ce que c'est ça? Allons chez un ostéopathe depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que ce que vous venez de dire, ça me rappelle vaguement, enfin pas vaguement, ça me rappelle des manipulations où tout à coup, mon corps et moi-même sommes surpris
et il y a comme un sursaut. Oui, c'est ça. On utilise, c'est assez intéressant des fois au niveau du foie, justement. Donc, pour faire un petit aparté, parce que je n'ai pas fait un truc sur le foie, mais le foie en approche tissulaire, c'est une pièce maîtresse. Vraiment, quand on travaille le foie, puis qu'il y a quelqu'un en écoute au niveau du crâne et quelqu'un en écoute au niveau du sacrum, c'est incroyable l'impact que la libération du foie peut avoir à ce niveau-là. Donc, quand on est à l'écoute, on sent que la personne est en train de travailler. Et typiquement, le foie, des fois, on est dans des telles rétentions que finalement, on peut utiliser ces techniques-là. Alors, ça surprend beaucoup parce qu'on arrive, on contraint, et puis d'un coup, pouf, on relâche, et puis la personne fait comme ça. Et en fait, ça relance tout, ça relance toute la structure liquide, enfin tous les liquides. Et ouais, ça donne un gros coup. Mais c'est assez intéressant et c'est pas structurel, c'est quand même voilà, dans du fonctionnel. Alors, je vais vous parler, je ne sais pas quelle heure il est, il faut que je... Ouais, ok, on va y aller. Non, mais ça va. Donc, l'ostéopathie tissulaire. Je vais vous parler de ce que je pratique, en fait, parce que ça me palpite. En fait, quand j'ai fait mes formations d'ostéo, là-bas, c'est toujours du structurel. Mais je me disais, mais crotte, finalement, c'est pas ça l'ostéopathie pour moi. Moi, il y a autre chose, il y a une finesse que je perçois, mais que j'y accède pas encore. Et j'ai rencontré, alors pas Pierre Tricot tout de suite, mais deux de ses disciples. En parlant comme ça fait un peu Jésus et ses disciples. Deux de ses élèves. Donc, l'approche tissulaire, Pierre Tricot s'est retrouvé, donc je vous ai mis les petits ballons de baudruche, parce que la petite histoire, il se trouvait en fait à un mariage où il s'ennuyait passablement, et puis il avait un ballon comme ça dans les mains, et puis apparemment il avait quelques soucis, je crois, avec sa mère ou comme ça, et puis il est en train de penser à sa mère, puis là on écoute, il était déjà ostéopathe, on écoute sur ce ballon comme ça, et puis tout à coup il pense à des personnes voilà, qui n'apprécient pas, et puis il sent, ah bah tiens, il y a une réponse dans le ballon, il y a quelque chose de bizarre qui se passe, ça se densifie, ça se déforme. Puis après, il a commencé à tester des mots, je t'aime. Ah, bah tiens, quand je dis je t'aime, ça s'élargit plutôt, ça bouge. Le non, le oui. Il a fait plusieurs expériences. Et bon, il faut savoir que Pierre Tricot a traduit pratiquement presque tous les livres d'ostéopathie anglophones en français. Donc voilà, il a quand même un sacré bagage. Et pour vous la faire courte, il part du principe que du coup, les cellules sont conscientes. Donc, avec ça, ça veut dire que quand on est en écoute avec un ballon, vous pourriez faire le test chez vous. Quand vous êtes à l'écoute d'un ballon, vous vous posez, vous mettez un ballon et puis vous le tenez juste avec le bout des doigts. Et puis vous allez sentir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors il va bouger, il va peut-être vriller, il va faire de la torsion, il va devenir tout petit, il va devenir tout gros. Peu importe. Et après, vous parlez, soit vous dites des mots gentils, vous dites je t'aime, ou bien après vous dites ben voilà, je te déteste, et puis vous écoutez les réponses. Et en fait, c'est incroyable parce que finalement, le ballon est juste le résonateur de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et de là, bon, ben voilà, il est arrivé sur ces paramètres des lésions. Donc, il y a des paramètres objectifs et des paramètres subjectifs. Les paramètres objectifs, ce sont les paramètres de la rétention, de la lésion. En fait, on va parler de rétention. Ça veut dire qu'il y a une rétention donnée dans un corps, il y a une densité, une tension et une vitesse de libération. Ce sont ces paramètres-là que moi, en tant qu'ostéopathe, je vais aller rechercher dans mes mains. Le but est que je puisse rentrer en communication avec cette rétention-là, vu que c'est un objet communicant et conscient. Donc, je vais aller chercher cette densité, cette tension, je vais la rechercher dans mes mains, la tension qui va être propre à la lésion. La densité, je suis quoi? Je suis sur une boule de bowling, un ballon de basket, un ballon de baudruche ou pas. Et puis la vitesse de libération. Ça veut dire que quand je suis dans cette tension-là, à un moment donné, les tissus vont se mettre à bouger et puis vont se mettre à dérouler et à libérer. Les paramètres subjectifs, ce sont les paramètres finalement que en tant qu'ostéopathe, je vais mettre en action. Le premier, c'est ma présence. Et ça, on va reparler après de la présence. Qu'est-ce que c'est finalement vraiment la présence? C'est ma présence à l'autre. L'attention, c'est quoi mon attention? Elle est focalisée sur cette rétention-là et mon intention, c'est de la libérer par le mouvement.
Donc, ce sont toujours sur ces paramètres-là que je vais travailler. Maintenant, est-ce que c'est dans la slide suivante? Je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est là qu'on va parler de tenségrité. Pour vous prendre un autre exemple qui est peut-être parlant, alors si je vous parle d'un trou noir dans l'espace, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Un trou noir dans l'espace, ce n'est pas un vide, c'est en fait un amas de matière tellement dense, avec tellement de gravité dedans, que ça défie la gravité qu'on connaît, et ça défie aussi la loi que la lumière puisse en sortir et qu'on puisse la voir. Il faut prendre cet exemple-là comme pour la rétention. La rétention, c'est une partie de nos cellules qui ont décidé de ne plus communiquer. Et pourquoi? Parce que elles ont reçu un impact émotionnel, un impact traumatique ou un impact métabolique qu'elles n'ont pas su gérer. Donc, si vous êtes en train de conduire et puis que vous voyez un mur devant vous, vous avez le temps de dire « Ah ouais, ben, je vais freiner parce que comme ça, je ne me prends pas le mur. » Mais si vous êtes en train de conduire puis que quelqu'un vous coupe la route, vous n'avez pas eu le temps. Votre corps a été surpris. Il n'a pas réussi à redistribuer l'énergie qu'il a emmagasinée lors du choc. Et du coup, votre corps va créer une rétention. Donc, cette rétention, c'est ce groupe de cellules qui va dire « Oh, là, non, c'était trop dur. Je ne veux plus communiquer avec le reste des tissus. Je fais mon trou noir. » Donc, c'est un amas d'énergie hyper dense, comme une boule de bowling. Et puis, c'est surtout que je ne veux plus entendre parler du reste. Donc, en approche tissulaire, le but, c'est de dire « Ok, mais tu parles quelle langue? Oh, you speak English, I do. » Et puis, on va parler la même langue. Et on va se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » On va essayer de se parler. Et puis, hop, quand on rentre là-dedans, on se dit « Ok, tu es dans cette tension, dans cette densité, on y va. Et je t'écoute, et je te prends conscience, je prends conscience de toi. Hop, et puis à un moment donné, ah ouais, tu parles la même langue que moi. Ah, c'est cool. Ok, je peux m'exprimer. » Et hop, on a un déroulé qui se passe. Et finalement, les cellules respirent. Je vous ai mis l'exemple, enfin juste l'image du cytosquelette, parce que les cellules, eh ben, elles ont aussi effectivement leur cytosquelette. Elles ont toute une structure interne. Et on va revenir là à la tenségrité, mais on a cette tenségrité, on la retrouve au sein des cellules. On va retrouver cette structure-là. Donc, je vais vous le montrer après, mais vu qu'on y est. Ce petit jouet pour enfants vous explique un petit peu le principe de l'ostéopathie et de la tenségrité. On a un corps comme ça. Ok, on peut le comprimer, décomprimer. Hop, ça va bien, je tire, mais tout va bien. Ok. J'ai une première rétention qui vient. Hop, ces deux-là, ils ne bougent plus. Ok. Alors, ouais, ça va, je peux encore comprimer, mais comme ça, je peux déjà plus comprimer. Ok. J'ai une deuxième rétention. Alors là, il va falloir que j'utilise ma tête. Mais voilà, on ne peut plus faire beaucoup de mouvements. Vous voyez? Dans la cellule, c'est la même chose. À un moment donné, ben, quand ça ne communique plus et ça se tord. Alors nous, notre but, c'est de dire, ok, j'ai entendu, là ça ne marche pas, je relâche, et puis est-ce que tu retrouves ça? Ok? C'est ce qu'on va voir ici. Donc ça, c'est l'effet de la tenségrité. Donc ça a été mis en place par des architectes pour fabriquer justement des immeubles qui résistent aux tremblements de terre, peut-être pas au tsunami, mais en tout cas à tous ces effets climatologiques. Et en fait, c'est un jeu de force, de tension et de compression qui se répartissent et s'équilibrent en fait. Donc là, on a la tour, la Needle Tower, qui est faite juste avec ces petits axes et ces aiguilles en fait de métal et qui sont stabilisées, mais non par des briques ou par une structure fixe, mais par quelque chose de totalement tangible et en fait totalement en mouvance. Et c'est ce qui se passe dans notre corps. Et si vous vous rappelez l'image des fascias, quand je vous ai parlé de cette toile d'araignée, eh ben ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne dans cet équilibre. C'est ça qui permet en fait à tout le corps de maintenir l'équilibre. On peut retrouver des images, il y a des ostéopathes qui se sont amusés pour faire en fait les lignes de tension comme sur un humain. Et on retrouve en fait ce principe de tenségrité chez l'être humain via les muscles et via les fascias. Donc, en ostéopathie tissulaire, c'est ça qu'on va chercher. C'est qu'on va vraiment aller chercher la tenségrité, libérer cette vie dans le corps. Qu'est-ce qui fait que ça retient? J'aime bien prendre l'image de la toile d'araignée sur tout le corps. Quand il y a une rétention,
comment je fais pour la trouver en fait en approche tissulaire? Ben, il y a une zone de densité, automatiquement. Sur une toile d'araignée, s'il y a une mouche qui vient, vous allez voir, ça tire sur la toile d'araignée. J'ai essayé de vous chercher des images, il n'y en avait pas. Et puis, on va se dire, ah bah tiens, elle est là la mouche. Ok, l'araignée, elle sait qu'il y a la mouche. Donc en fait, en tant qu'ostéopathe, on fait une araignée. On est là sur notre toile, sur la toile du patient. Et puis, ah, où est-ce qu'elle est la mouche? Où est-ce qu'elle est cette rétention? Et en fait, nos mains vont être attirées parce que cette mouche-là, en fait, la lésion, c'est le trou noir. C'est quelque chose qui attire, en fait, à elle toute cette densité. Parce que c'est quelque chose de très fort et de très énergétique, finalement. Et notre but, c'est d'aller rechercher ça et puis de permettre, en fait, à l'énergie qui est accumulée là, de se répartir librement dans le corps. Donc, on arrive un petit peu là maintenant sur l'énergétique. Alors, j'ai bien rigolé parce que Fabienne m'a dit, oui, il y a plein de gens qui sont super excités sur l'énergétique. Puis j'ai dit, oh, mais nom de Zeus, mais je ne suis pas sûre de bien savoir de quoi je parle. Parce que beaucoup de clients me disent, ah, mais vous faites dans l'énergétique. Puis je dis, j'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est l'énergétique. Puis je leur demande, mais en fait, c'est quoi pour vous l'énergie, en fait? Et en fait, là, je me rends compte qu'eux non plus ne savent pas ce que c'est. En fait, ils n'ont pas de définition. Alors, j'ai quand même une base scientifique qui me fait dire que, ben voilà, une image en approche tissulaire, c'est typiquement l'énergie potentielle, c'est qu'on peut retrouver aussi dans le shiatsu. Hein. C'est qu'à un moment donné, on va ouvrir la vanne à quelque part, l'eau va circuler, l'énergie va recirculer. Bon, ok, ça me va. On peut aller chercher un petit peu plus petit, on peut aller chercher au niveau de l'atome. Ok, bah oui, il y a tout le temps des échanges d'atomes, il y a tout le temps des échanges de protons, d'anions, de cations entre les cellules. Il y a un influx nerveux, ok, donc il y a un champ électrique dans le corps, oui. Il y a un champ électromagnétique, oui. Il y a les ondes cérébrales, oui. On amplifie aussi des ondes de la Terre, enfin un champ électromagnétique de la Terre. Il y a plein de choses qui existent et c'est tellement un gros fourre-tout. Il y a les ondes scalaires, les ondes gravitationnelles. Enfin, pour moi, c'est un grand mélange. On peut essayer de déterminer, mais en approche tissulaire, on va aussi dire que si on commence à aller trop dans le détail et puis dire, ah tiens, je suis en train d'utiliser cette onde-là ou celle-là, on perd le reste. En approche tissulaire, l'idée, c'est de se mettre en haut du cône. Ça veut dire que le détail sont en bas, mais sinon, on se met en haut du cône et puis qu'on travaille ici, eh ben, on va pouvoir travailler avec tout ce qui est là parce que ça va être compris dans ce qu'on va faire, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, ok, plus j'en sais, plus je vais avoir une caisse à outils énorme et plus je vais être à même de pouvoir répondre à la demande du patient, de ce que les tissus ont besoin. Parce que Colin Baker disait, seuls les tissus savent. Et donc, seuls les tissus savent, quand on sait que les cellules sont conscientes, finalement, elles peuvent nous dire ce qu'elles ont besoin. Donc, l'origine de l'énergie dans le soin, eh ben, effectivement, on peut parler d'énergie électrique, d'énergie électromagnétique. Mais moi, ça ne suffit pas. Parce que je ne comprends pas. Parce que pour moi, ça, c'est une action de l'énergie. C'est une mentalisation d'énergie. Mais qu'est-ce qui fait que quand je suis présente à l'autre, j'ai l'information et puis que les cellules se mettent en contact et puis disent, ah ben tiens, sur cette rétention-là, j'aurais besoin de cette technique-là ou de cette autre chose-là. Ou... Pour moi, on arrive dans le domaine même voilà, de la communication intuitive, et je répète toujours que je ne fais pas de communication, mais les animaux ont trouvé comment me faire partager, me faire avoir l'idée de certaines choses. Pour moi, la présence, elle est liée à l'être animé. Et effectivement, pour ceux et celles qui ont vécu la mort d'un animal ou la mort d'un proche en in vivo, vous vous rendez bien compte que quand l'âme n'est plus là, le corps reste une enveloppe et puis reste là. Et puis ce n'est pas le même être. Enfin, l'être n'est plus là. Et pour moi, la présence, c'est une question d'être, c'est une question de relation d'âme à âme, en fait. Et je crois que vraiment, c'est ce qui fait que ce métier-là est palpitant, c'est qu'à un moment donné, on va rencontrer à chaque fois des âmes différentes.
Et que quand je suis dans mon travail, je ne suis pas en train de me dire « Ah, bah tiens, aujourd'hui, celui-là, je vais lui manipuler sa L3. » Mais je dis « Ok, tu as besoin de quoi? Et puis, qu'est-ce que tu as à faire ?» Et c'est clair que si un animal, ça devait faire l'expérience qui n'est pas reproductible, malheureusement, mais si le même animal allait chez des ostéopathes différents, je suis sûre que le traitement serait différent parce qu'il est en lien avec l'être qu'on est en tant que praticien. Donc, il y a quelque chose qui est en plus que juste de l'énergie et puis oui, ça peut être ça peut être le champ électromagnétique, je mets mes 2 mains là, oui, ok, scientifiquement, on peut en parler. Une des théories qui me plaît beaucoup, et puis que je suis en train un petit peu d'étudier maintenant, mais parce que voilà, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vrai pour moi aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Mais ce qui me palpite un petit peu maintenant, c'est de voir un petit peu toutes ces ondes. Et puis, je vous ai mis une petite brève histoire de l'univers, parce que finalement, depuis le Big Bang, il y a eu des choses incroyables qui se sont passées. Et il y a énormément on va dire, d'ondes qui émanent de là, donc différents types d'ondes. Et puis, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais quand je suis en train de traiter un patient? Et dans quoi je le mets? Est-ce que je traite juste le patient dans son corps? Donc là, on revient à l'holistisme, en fait. Est-ce que je suis juste sur le patient? Est-ce que je suis sur le patient qui est dans ma pièce? Est-ce que je suis le patient dans sa pièce ici ou dans son écurie avec son propriétaire? Et puis, j'essaie de pousser encore plus loin. Et dernièrement, je suis vraiment en train de dire, ok, qui retrouve sa place aussi carrément dans l'univers et puis dans un univers qui est en expansion. Donc, il y a tout ce côté mouvement qui est là aussi, parce qu'on sait que l'univers, il est en expansion et puis en accélération. Donc, il y a quelque chose qui reste dans le mouvement, qui est totalement dans la philosophie de l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, c'est le mouvement, la vie est le mouvement, et pas l'immobilité totale. Et en fait, quand je pratique le chant diphonique, donc pour arriver au chant diphonique, c'est une manière pour moi d'accéder à différents plans. Donc, Bernard Dubreuil m'a vraiment lancé sur le chant diphonique en soins. C'est un monsieur qui pratique le shansu, du shiatsu avec le chant diphonique, et il a travaillé énormément sur les membres fantômes. Il est très rigolo d'ailleurs. Patrick Chen a repris le flambeau en France et ils ont animé des stages ensemble et j'ai animé aussi un stage avec Bernard Dubreuil d'ailleurs. C'est d'accéder à différents plans. On utilise donc le chant diphonique, il faut savoir, c'est un chant qui vient de la plaine de la Touva. Et en fait, on utilise une fondamentale et après, on peut jongler avec des harmoniques. Donc, ce sont toujours des fractions d'ondes. En fait, le son est une fréquence, ok? Et on va jouer avec des fréquences plus courtes ou plus élongées ou plus lentes et ça va faire toutes ces harmoniques. Et pour moi, ça touche à différents plans. Quand on travaille ça, je ne sais pas exactement ce que je suis en train de faire, mais je l'utilise dans des situations où tout d'un coup, avec mon intention, ça ne suffit pas. Hop, un coup de chant diphonique, ça marche. Alors, c'était très drôle parce qu'effectivement, après, je mettais en lien les choses avec Fabienne. À un moment donné, c'est elle qui m'a dit « Ah, tiens, mon âne, il aime bien la couleur jaune pendant que tu chantes. » Puis j'ai dit « Ah, pourquoi il me parle de jaune ?» Puis j'ai dit « Mais oui, c'est une fréquence. Le jaune a une fréquence. Donc, probablement que j'étais en train d'utiliser la fréquence jaune dans la fréquence vibratoire. » Maintenant, je ne suis pas en train de calculer, de me dire « Ah, tu as une lésion en L3, donc je vais faire un La bémol. » Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intuitif, qui est là, qui est présence d'âme à âme. Ok, tu as besoin de ça. Et puis à un moment donné, il y a ce besoin prépondérant qui est là, donc ne le contrôle pas. Hop, et puis ça vient. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on peut discuter beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'énergétique. Je n'ai absolument pas de réponse. Si vous voulez des raisons scientifiques, alors, je le disais à Fabienne, je suis une très mauvaise lectrice. Je suis incapable de lire parce que je lis 3 pages et je m'endors. Mais il y a un bouquin, un petit pavé, médecine énergétique. Vous le voyez à l'envers, en fait, ou pas? Hop là. Ça va? Vous voyez? Voilà. Qui est pas mal. Franchement, on peut même le prendre, l'ouvrir, puis se dire « Ah tiens, je lis juste ça. »
faut avoir un petit peu de base scientifique, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est assez bien vulgarisé. Et puis, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, que vous avez besoin de choses bien cartésiennes, je pense que c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a aussi énormément de choses encore à découvrir. Et puis, finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, je pense que quand ça marche comme ça, quoi. Donc, pour revenir à l'ostéopathie énergétique ou ostéopathie de l'anglais, alors je vous l'ai mis exprès, il y a un ostéopathe français qui s'appelle Claude Roumy qui a repris des textes de style et puis il s'est rendu compte qu'en fait, en traduisant ostéopathie en ostéopathie, on a une petite erreur de définition. En fait, en français, quand on dit ostéopathie, on va de ostéon, enfin os, et pathie de pathos, pathologie. Alors qu'en fait, ostéopathie, pour style, c'était ostéo, la plus petite unité de l'os, donc l'ostéon, path, le chemin, et I, grec, qui est en fait le symbole de la reliance, du chemin, de la croisée des chemins. Donc, je trouve assez intéressant parce que finalement, c'est un chemin de vie. Donc voilà, quand Steele dit le rôle de l'artère est suprême, il parle de libérer finalement les flux, les liquides, mais aussi le flux spirituel qui va permettre au patient de retrouver son chemin vers sa source et l'harmonie avec l'univers. Donc finalement, Steele qui a vécu en 1800, je trouve qu'il était pas mal en fait comme gars. Alors voilà, je ne sais pas si je peux vraiment, maintenant je pense que c'est place aux questions. J'aime bien vous laisser un peu plus de temps parce que je trouve que c'est plus intéressant de discuter avec ce que vous allez m'apporter. Tu peux départager l'écran, peut-être? Ah, pardon, oui. Donc, je fais arrêter le partage, c'est ça? Clic, voilà. Ça a été un peu vite, mais voilà. Est-ce qu'on peut entendre un chant diphonique? Ah oui, oui. Alors, je sais pas, je crois que j'ai jamais fait ça sur le téléphone, enfin sur l'ordinateur, je sais pas comment ça va donner. Hein. Si ça casse les oreilles, vous faites OK. C'est pas grave si ça casse les oreilles, mais Stéphanie, bravo la question, je suis partante. Est-ce que tu peux, Barbara? On verra. Mais oui, non, OK. Vous avez entendu quelque chose? Oui, oui. Merci beaucoup. Vous avez entendu les harmoniques? Mhm. Voilà. Donc, alors, quand c'est vraiment en lien avec quelque chose, effectivement, des fois, tout à coup, on va avoir même, des fois, j'ai le cas, alors, c'est pas forcément, il n'y a pas une recherche de beau ou quoi que ce soit. Des fois, c'est même pas très harmonieux. Et la sensation que j'ai à un moment donné, tout à coup, le son devient harmonieux aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les expériences des motos sur l'eau et la vibration de l'eau. Quand par exemple ils cristallisent voilà, de l'eau à laquelle on a dit je t'aime ou je te déteste ou t'es moche, machin, voilà, les cristaux sont plus jolis, moins jolis. C'est un peu ça. Je pense qu'on on est à 60% fait d'eau et que quand on chante, on va mettre en route en fait cette vibration de l'eau. Et que des fois, cette vibration, elle est pas belle parce que, enfin, en tout cas, à une oreille musicale, elle peut sembler moche, mais parce qu'elle n'est pas harmonieuse. Et tout d'un coup, on peut arriver à quelque chose d'harmonieux. Et puis finalement, souvent, moi, je le perçois donc, quand je l'utilise, le chant, à un moment donné, ça s'estompe en fait. Ça devient quelque chose de très doux. Et puis,
ça disparaît en fait. Il n'y a pas d'autres questions, c'est fantastique. Vous avez tout compris. Alors, il y a, oui, au monde. Écoute, je pense qu'on n'a pas tout compris, mais en ce qui me concerne, là, j'ai encore dans mes oreilles et partout ce qu'on vient d'entendre. Donc, voilà. Donc, ça a son petit effet. À mon avis, je ne suis pas la seule, hein? Mais bon, ça n'engage que moi. Il y a une... Alors, il y aura un stage de chant diphonique, si jamais, bientôt, qui sera organisé. Non, attends, redis, ça m'intéresse. Il y aura un stage de chant diphonique qui sera bientôt organisé dans mon cabinet. D'accord, je pense que ça va passer par les décès puis qu'on aura l'information. Bah, si Fabienne est d'accord. Elle a dit oui avec la tête. C'est ça. Oui. Il y a une question concernant un ouvrage à conseiller pour les chevaux. La médecine chinoise se base également sur l'énergie des méridiens. Est-ce que toi, tu as un ouvrage à conseiller ou si jamais tu peux toujours me donner demain pour le replay et puis je donne avec le lien? Mais sur quoi? Sur l'ostéopathie pour Sur animaux? l'ostéopathie spécifique pour les chevaux, je pense que c'est ça la question. Oui. Bon, franchement, hop là. Alors, il y en a un qui est super simple. Franchement, j'ai trouvé chouette celui-là. En fait, c'est à l'envers. Non, c'est pas à l'envers. Non, on voit à l'endroit. Ah, ok, c'est juste. Donc, mais peut-être tu m'enverras les références, je les renoterai demain. Ouais. Celui-là, il est assez chouette. Alors, tous ces documents, enfin ces livres-là, on est vraiment sur de l'ostéopathie structurelle. Hein. Il y a celui-ci aussi, le traité d'ostéopathie et mécanisme. Voilà. C'est ce qui est plus facile, c'est de comprendre un petit peu les relations mécaniques. Okay. L'approche tissulaire, il n'y a pas d'ouvrage. Il y a les ouvrages de Pierre Tricot, tout simplement, qui sont basés sur l'humaine. Et en fait, moi, à l'époque, quand je l'ai fait, il n'y avait même pas de formation en approche tissulaire sur animaux. Maintenant, ça existe. Mais moi, j'ai fait sur humain. J'ai suivi plusieurs fois les modules pour pouvoir appliquer ça aux animaux. En fait, le problème, c'est que comme je suis une vieille, eh ben, les formations à l'époque étaient nulles pour les animaux. Et puis, ben, voilà, enfin, n'existaient pas. Hein, c'est pas qu'elles étaient pas bonnes. Il y avait très peu et j'ai dû me former sur humain et transposer des techniques sur animaux, en fait. Mais en approche tissulaire, il n'y a pas de document sur animaux spécifiques. Là, j'ai co-animé une formation avec un ostéopathe humain en approche tissulaire. Moi, je faisais la partie animale et lui présentait la partie théorique. Mais il n'y a pas d'ouvrage, par contre. Et puis après, il y a un ouvrage sur l'énergétique et l'ostéopathie qui est celui-là aussi. Et là, on peut retrouver, hein. C'est clair, hein, on va retrouver des liens ostéopathie et puis médecine chinoise, ça aussi. Maintenant, moi, je ne suis pas une pro de la médecine chinoise, j'aborde ça avec quelques pincettes comme l'homéopathie, mais j'essaie d'être spécifique dans ma branche, en fait. On attend les questions. Moi, je n'ai pas une question, j'ai une réaction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Barbara, quand je suis venue avec mon chien puis que vous avez chanté, comme il a réagi, il a commencé à newser et tout ça, ben là, il vous a entendu, il a commencé à rêver, à réagir dans son panier. Donc, c'était drôle. Ouais. Alors des fois, c'est vrai, dans les réactions, alors les chevaux adorent en général, les ânes aussi. Quand on chante, ils disent « Ah ouais, c'est cool ». On est plus dans un état vibratoire, hein, je pense, avec les chevaux par rapport à ça. Les chiens, des fois, sont surpris, effectivement, au premier abord, où il y avait une scène magique qui m'a, enfin magique, non, elle m'a tellement fait rire, parce que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup aussi, qui a un imaginaire débordant.
une dame qui était là, prof de lettres, d'université, avec son chien complètement stressé, tendu, comme ça. Et puis, j'arrivais pas. Je disais, mais là, attention, attention, je l'avais pas avec moi. Et c'est vrai que le chant diphonique a aussi cette faculté de ramener, ça ramène à quelque chose de vraiment vibratoire. Et on est dans la matière, hein, on reste quand même dans quelque chose d'ancré. Et puis, donc, les cellules, elles vibrent. Et j'ai dit, je me suis un peu méfiée. J'ai dit, tenez un peu la tête de votre chien, parce que souvent je ferme les yeux quand je chante, et puis je sais pas vraiment, j'avais pas envie que le chien me bouffe, quoi. J'étais pas tout à fait à l'aise. Et bon, bref. Et j'ai commencé à chanter, je tenais le chien par les hanches. Et j'ai commencé à chanter, et tout d'un coup, son corps est parti d'entre mes mains, mais j'ai continué à chanter. Et quand j'ai réouvert les yeux, j'ai fini le chant. J'ai retrouvé la dame qui était comme ça avec son chien dans les bras. On aurait dit Scooby et Sammy. J'étais mort de rire. Le chien est descendu des bras de la dame. Donc, c'était en plus un grand chien, ce n'était pas un chihuahua. Il s'est posé, il s'est couché, il a appliqué son somme et c'était incroyable, quoi. Donc, il y a quelque chose de vraiment fabuleux dans cette vibration. Et en fait, il n'y a pas de retenue parce que ça passe tellement pas par le mental que ça passe vraiment directement dans les cellules et dans cette structure, dans cette intégrité cellulaire. Ça remet en route cette eau et puis ça relâche, quoi. Ça fait bouger. Comme quand vous mettez l'eau dans un bol tibétain et puis que vous faites jouer le bol, vous tapez dessus. Vous voyez la vibration que l'eau fait, en fait. C'est la même chose, je pense, dans les tissus. Et ce qui se passe, c'est que ça envoie une monstre onde de choc. Et puis, est-ce qu'en plus, ça amplifie déjà les ondes existantes auxquelles on est? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, pour les chiens, les chats, ils adorent ça. Ils adorent ça. Les chiens, effectivement, des fois, ils ont un peu des réactions. C'est un peu bizarre. Il fait un truc, ouais. Alors, j'ai écouté tout ce que tu viens de dire, qui m'amène pas mal d'émotions. Parce qu'on j'allais poser la question, mais tu as répondu, les chats adorent ça. Et c'est une histoire plus ou moins longue, mais bref, ça m'amène l'émotion parce que j'ai 2 chats et un des 2 est de nature stressée, ok. Sauf que ce que moi je vis, ce que lui vit à l'extérieur, c'est des chats qui sortent. Voilà, il y a le stress de l'extérieur par période, il y a ce que moi je vis, etc. Puis là, c'est une période pas évidente. Et voilà, je me sens ma part de responsabilité, ce qui est normal, quoi. Je suis un être humain. C'est un animal au même niveau. Et puis là, quand tu parlais, je me disais, mais ouais, j'aimerais bien, en attendant, je ne vais pas attendre ce que tu vas faire sur la musique. Je regarde Dysphonique et je me disais, mais est-ce qu'il y aurait un CD, enfin quelque chose? En fait, j'aimerais bien, pour cette période, c'est peut-être une aide dont j'aurais besoin pour moi et mon chat. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, Patrick Chêne, il avait fait un CD de chant diphonique et piano. Je dis, j'achète. Allez, super. J'ai mis le CD, mais j'ai pas pu. Au piano, pardon. Oui, mais alors, ouais, parce qu'il travaillait avec Marc Vella. Ok, mais quand tu as fait, je veux dire, il n'y a pas piano. Je veux dire, c'est quelque chose qui sort du ventre. Oui, mais parce que contrebasse, ok, mais on est quand même en lien. Mais si tu veux, la personne là, Patrick Chen, elle a fait son CD, ok, et moi j'ai mis ça et j'ai dit, mais c'est inaudible. Franchement, mais c'était insupportable. J'avais envie de tout péter. Mais parce qu'en fait, il l'a fait dans un certain moment de sa vie, avec voilà, son environnement, et en fait, c'était pas du tout adapté à ce que moi j'avais besoin. Comme expérience, j'ai eu aussi, j'allais à des cours de yoga, et puis la nana, elle faisait ses bols tibétains pour nous calmer, machin truc. Et j'avais envie de la claquer. C'était pas ma résonance, et elle n'était pas à l'écoute. Et on peut, voilà. Là, peut-être que j'ai fait des notes, je ne sais pas si ça a percuté tout le monde, peut-être que j'ai fait des notes qui ont touché les personnes qui étaient là présentes, parce que il y a aussi, je me rends compte, malgré l'écran, il y a quand même on est en lien. Puis c'est pas parce que vous êtes chez vous. Quand on fait du travail à distance et que ça marche aussi,
eh ben, voilà, on arrive à être en lien via des ondes. Donc peut-être que j'étais voilà, en lien avec ces vibrations-là et puis que c'est ces 3 sons-là qui sont sortis. C'est pour ça que je te dis, trouver un recording, un enregistrement, voilà, propre à toi, à ce que tu as besoin. Je ne sais pas si c'est facile. Alors, je ne te demande pas de trouver un enregistrement qui sera propre à moi. Ce sera à moi et je vais dire, et mon chat de le choisir, mais d'avoir une piste de recherche. Parce que ce n'est pas forcément un enregistrement typiquement fait pour une telle situation. Tu vois? Alors, et puis, donc, juste pour faire une petite parenthèse, si je peux me permettre, puis là, je m'adresse entre autres à Fabienne. C'est vrai que la cohérence cardiaque, il y a longtemps que je la pratique pour moi, que j'essaye de la pratiquer avec mes chats, tant que faire se peut. Ils ne sont pas forcément toujours là, ce n'est pas toujours leur moment, je ne peux pas toujours les toucher. Ok, je fais avec ce que j'ai, mais c'est vrai que ces sons que j'ai déjà entendus ailleurs, un autre jour, que je ne sais plus où, mais qui me parlent beaucoup, et voilà. Et que ça peut être, mais je ne vais pas dire des artistes, parce que alors, il faut chercher en fait les chanteurs de la plaine de la Touva. Donc, alors, redis, je note. Par exemple, typiquement, il y a les Hurtu. Alors, je sais plus comment. Ah ouais. Alors, redis. On verra comment. Tout, ouais, mais avec des H à chaque fois devant. Puis j'étais en train de chercher un autre parce que cela, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que typiquement aussi les chants mongols, ils chantent pour leurs chevaux. Et en fait, ce sont des chants dits des chants de médecine pour leurs chevaux. Et ils soignent aussi leurs chevaux avec les chants. Mais j'ai essayé de le chercher, mais là, je ne le retrouve pas. Peut-être que je vais faire un petit... Je vois que tu me le donnes dans un paquet cadeau. Juste, si tu me le donnes, je le prends, hein, ok. Mais juste là, j'ai des pistes de recherche. Et sur Google, il y a pas mal de choses, hein, simplement en tapant chant vibratoire thérapeutique. Puis après, il faut voir comment ça résonne. Là, j'ai écouté 2 secondes de chant bouddhiste. Je ressentais aussi les vibrations que Barbara a fait. On les ressent à l'intérieur. Donc, déjà, rien que sur Google, il y a pas mal de choix. Et puis après, ouais, voir ce qui nous parle, quoi. Oui. Chant vibratoire bouddhiste, c'est ça que tu as dit? Alors moi, j'ai tapé chant vibratoire thérapeutique et puis le premier qui est sorti, c'était un bouddhiste. Après, il y en a d'autres, il y a avec de l'eau, il y a chant vibratoire de l'âme. Enfin, il y a plein de choses à écouter. Après, ce que effectivement là, la spécificité de ces chants diphoniques ou les chants de la plaine de la Touva, c'est effectivement d'avoir cette fondamentale et puis ces harmoniques qui sont là en fait, qui amplifient ce son avec justement en répartissant les harmoniques. Mais après, effectivement. Oui, alors il faut peut-être ajuster la recherche en mettant diphonique, mais en tout cas, il y a du choix. Oui, oui. Après, même si c'est pas diphonique, sincèrement, moi qui ai fait du chant, hein, enfin, je suis aussi arrivée au chant. Enfin, quand je vous ai expliqué mon petit parcours, toutes les choses que j'ai faites m'ont apporté en fait à la pratique que je fais au jour d'aujourd'hui, enfin avec qui je suis, parce que entre mes études de biologie qui m'ont permis de comprendre voilà, les bases scientifiques de l'ostéopathie, mon travail dans le domaine du courtage, parce que voilà, j'ai une petite entreprise, le fait d'avoir fait une formation en musicothérapie sur humain, il y a tout le côté aussi psy qui est là, et puis l'utilisation de la musique, et puis quand tout d'un coup, voilà, dans mon chemin d'ostéopathie, le chant diphonique s'est présenté, puis je me suis dit, mais tiens, il y a des ostéos pour animaux qui bossent avec le chant, c'est pour moi. Moi, j'ai fait toute une formation de chant lyrique. Le chant fait partie de ma personne, et j'ai envie de dire que même si c'est pas diphonique, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, l'essentiel c'est que ça nous fasse vibrer. Même si c'est rock'n'roll. Mais complètement.
Moi, alors, pour la petite histoire, j'avais mis sur une sonnerie, j'avais mis une chanson de Led Zeppelin, enfin un vieux groupe. Puis j'avais un petit couplat de personnes d'un certain âge. Puis j'avais oublié d'éteindre mon téléphone et la sonnerie s'est mise en route. Mais les deux, ils étaient là. Oh, mais vous écoutez de la bonne musique, madame! Alors je me dis, franchement, si on peut même les faire vibrer comme ça, mais moi, ça me va. À mon avis, on n'est pas de la même génération parce que moi, quand je parle rock'n'roll, eh ben, je parle rock'n'roll années 60. Ouais. Mais on s'en fout. Mais c'est pour rigoler. C'est juste pour rigoler. Est-ce qu'il y a encore des questions liées directement à l'ostéo, aux différentes choses qui ont été vues ce soir, si jamais, pour revenir parce que le temps passe. Je suis étonnée qu'il y a peu de questions. Il me semble que c'était tellement dense que tellement. Moi, Mais j'avais une petite écoute, question. c'est peut-être pour ça. Il y a Christelle qui a une question. Ouais. Allez-y, Christelle. Francine, elle va me laisser parler. Moi, j'ai une petite question. Moi, j'ai un chien, mon berger australien, qui a eu un grave accident de voiture il y a 10 ans, qui boite, mais qui a une patte toute rigide, mais va très bien. Enfin, tout va bien, je pense. Enfin, on verra. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des petits massages, des petits trucs à faire pour la soulager? Parce qu'elle a vraiment sa patte, elle est complètement rigide, enfin, comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Moi, je lui fais souvent des petits massages sur les tissus. C'est quand vous parliez des tissus, je comprenais vraiment bien. Et je lui fais souvent des massages et elle se détend. Maintenant, est-ce que je lui fais du bien? Est-ce que je lui fais pas du bien? Je pense que je lui fais du bien, mais est-ce que toi, Barbara, tu aurais des techniques ou quelque chose qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire pour justement ce genre de situation de vieil accident, en fait, c'est une vieille blessure. Enfin, il n'y a pas assez de faire, hein. On s'entend. Disons que, comme j'ai dit, donc il y a une partie des tissus qui peut se régénérer. Ok, on ne va pas non plus se dire qu'on va tout récupérer. Maintenant, si toi tu fais quelque chose avec ton cœur et puis que tu as en plus l'impression que ça fait du bien, mais j'ai envie de te dire, mais continue. Qu'est-ce que j'aurais de plus à t'apporter par rapport à ça? Je ne suis pas une spécialiste du massage. En fait, je suis une spécialiste de la communication des tissus. Donc, ça veut dire que du moment que tu te mets dans les tissus, puis que tu te dis, ah tiens, tout d'un coup, là, tu as peut-être besoin que ça aille un peu plus profond. Essaye. Tu te dis, ah bah tiens, est-ce que je vais plus en profondeur? J'appuie un peu plus fort ou un peu moins fort. Ce qui marche bien par rapport au fascia, c'est de prendre pression, donc pas juste sur la peau, mais on descend un petit peu plus dans la peau et puis on va essayer de vraiment bouger la peau très lentement, puis de suivre le mouvement qu'elle va nous indiquer. Peut-être qu'il n'y a pas de mouvement, mais peut-être que oui. Puis s'il y a ça à faire, ben, tant mieux. Je ne connais pas très bien le massage, il y a plein de techniques, on peut faire de l'effleurage, il y a plein de choses, mais c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité. Mais moi, j'ai vraiment envie de dire, si les mains, elles te démangent et puis que tu as le cœur à y aller, ben vas-y, quoi. Tant qu'on ne force pas la structure et puis que tu n'es pas en train de faire du structurel, dire attends, je vais te remettre ton. Voilà, eh ben non. Ça marcherait pas, elle est trop rigide, ça marcherait pas. Alors, c'était pas trop dans le massage, ça à la rigueur, mais c'était plus est-ce que je fais pas quelque chose de mal par rapport à tout ça. Mais voilà. Moi, j'ai vraiment envie de dire, on en parle aussi avec Patrick Chen, finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut enseigner aux gens? Parce que finalement, c'est bien sympa de faire l'ostéopathe, mais voilà, si on pouvait ne pas travailler, ce serait mieux pour la planète aussi, et puis pour les animaux, non? Ça veut dire qu'ils vont tous bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut enseigner aux gens? Typiquement, la FTM, moi, je propose à certains clients, tiens, il y a une sensibilité, il faut travailler la FTM, la force de traction médulaire, je vous montre comment faire, et puis hop, on y va. Et puis typiquement, je ne crois pas qu'on puisse faire de mal du moment qu'on le fait avec amour, sincèrement. C'est ça, moi, quand je travaille avec les animaux, c'est toujours, je suis émue, mais c'est de l'amour, c'est vraiment, mais qu'est-ce que tu me montres? Et puis je rigole tout le temps. Il ne faut pas oublier que guérir dans le langage des oiseaux, c'est être gai, il faut en rire, quoi.
Donc même dans des situations dramatiques, alors oui, ça m'arrive de pleurer aussi, hein, parce que des fois, comme la petite chienne qui vient là, qui avait 17 ans, puis j'ai cru qu'elle allait mourir sur la table, il y avait la propriétaire, la mère de la propriétaire, on a toutes les trois, les humaines, chialées comme des madeleines, la petite chienne qui était là, j'ai cru que vraiment elle allait partir, je lui ai juste dit, écoute, non, j'ai juste pas envie que tu meurs ici, voilà, je n'étais pas prête. Et puis la coquine, hop, elle s'est remise à passer après, puis elle s'est remise et puis elle a vécu jusqu'à 19 ans. Alors, j'ai rigolé, qu'est-ce que... Enfin, des fois c'est dramatique, mais en même temps c'est tellement rigolo et tellement beau, quoi. C'est juste là. Donc finalement, c'est pour moi, si on le fait, on est là en présence et puis on est juste à l'écoute, puis tu as besoin de ça, ok. Et puis on ne force pas, on ne peut pas faire de mal. Franchement, on ne peut pas. Je crois que c'est... on nous a mis la peur pour pouvoir avoir la main mise en tant que praticien. Mais franchement, moi, je vois des éleveurs de bovins, mais ils savent faire des trucs fantastiques. Là, j'en ai repéré une dernièrement. Elle est mythique, cette dame. Elle est incroyable. À chaque fois, je dis, bon, alors maintenant, vous sentez quoi quand j'ai travaillé? Ah ouais, elle s'est juste mis la barrière parce qu'elle n'ose pas, elle, travailler. Mais elle a tout pour faire. Exactement, je pense que la barrière, je l'ai eu très vite quand elle a eu son accident avec je suis passée de vétérinaire en vétérinaire et c'était il y a 10 ans et j'étais pas assez ouverte sur tout ça et puis j'ai fait une fois de l'ostéo avec elle, ça s'était super bien passé mais j'ai vraiment une barrière, clairement, c'est pour ça que je pose cette question par rapport au fait de faire mal parce qu'elle vient souvent me donner sa patte pour simplement que je la touche. Ah bon, en plus, c'est une demande réelle. Il y a pas de souci parce que maintenant ça va, je comprends, mais voilà, j'ai clairement j'ai eu cette barrière et elle est difficile. Après, c'est clair que ça ne remplace pas un soin ostéo avec les connaissances anatomiques et tout ça, c'est autre chose, mais pas obligé de faire non plus que ça, quoi. Il y a plein d'autres choses qui sont chouettes. Merci. Avec plaisir. Merci en tout cas pour ces questions. Peut-être j'en vois pas d'autres. Il y a Cindy qui disait aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, le shiatsu, l'acupressure. Enfin, il y a différentes techniques qui existent. C'est ce qu'elle dit dans le chat. Alors ça, c'est ce que aussi, oui, c'est vrai, je ne vais pas parler de ça. Je prône à fond la médecine intégrative. Ça veut dire que c'est clair que l'ostéopathie fait une part, mais on doit, en tout cas moi, je collabore, j'essaie vraiment de collaborer avec la médecine vétérinaire, avec les autres praticiens de la santé, avec les pareurs, avec, voilà, s'il y a quelqu'un qui travaille en shiatsu, voilà, moi je ne connais pas forcément bien le shiatsu, je ne connais pas les méridiens, mais c'est de se dire, il n'y a pas une médecine mieux qu'une autre, du moment qu'on travaille aussi dans le l'holistisme, mais c'est d'être à l'écoute puis de se dire tiens, peut-être que là finalement c'est peut-être pas de l'ostéo qu'il a besoin et puis il a besoin d'autre chose. Donc plus on connaît aussi les autres médecines, plus on peut se dire tiens, en fait je pense que pour lui ce serait plus adapté ça, et de se dire on travaille ensemble. Comme je vous ai dit, dans l'opération, voilà, il y a une opération, je regrette quand encore en orthopédie on ne propose pas directement de faire de l'ostéo avant ou surtout après. C'est des clients qui arrivent 7 mois après l'opération en disant mais mon chien il boite toujours finalement. Et voilà, et ça je trouve dommage. Parce qu'on n'a pas, c'est pas une chasse gardée. Moi je m'en fiche. Moi je l'ai dit, si j'ai pas d'animaux à soigner, j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai un super jardin, voilà, je suis bien occupée. Donc c'est ça, la médecine intégrative, je pense, ça a tout son effet quand on peut déléguer. Voilà, des fois, moi j'envoie à Fabienne, voilà, je fais pas la communication, c'est pas mon job. Donc voilà, je pense qu'il faut collaborer. Et effectivement, il faut trouver aussi à quel moment c'est un traitement plus opportun qu'un autre. Ok, moi j'ai envie de laisser sur cette conclusion-là, si ça va pour tout le monde, parce que je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je te remercie en tout cas beaucoup pour ton intervention. Je pense que tout le monde sera content de revoir le replay parce que c'est très dense, mais en même temps effectivement très clair. Donc le PDF qui vous a été présenté, il vous est aussi proposé avec le lien YouTube du replay, donc que vous aurez
des demain, je pense fin de journée, parce qu'il faut un petit temps pour le montage. Et puis, Barbara me donnera aussi les différents livres que vous avez vus passer à l'écran pour que je puisse les intégrer au fait dans le replay, puis aussi pour vous dans le lien, pour que vous les ayez. Donc voilà. Merci encore Barbara. Et avant qu'on se quitte, je vais arrêter l'enregistrement là.